Donc vous êtes ici, c'est un café de l'espace qui est donc organisé par l'association Objectif Mars, coproduit par la Maison de l'Architecture et des Espaces en Bretagne, dont Objectif Mars est un peu la section brestoise. Et donc on a choisi un premier sujet pour cette année qui est les cours d'école, parce que ça nous a semblé être un ensemble de petits projets qui se font avec les enfants. Tout est petit. Tout est petit quand on refait des cours d'école, et en même temps c'est assez symbolique des dynamiques qui sont en train d'agir et qui pourraient dans 10 ou 20 ans finalement peut-être avec les mêmes enfants devenus citoyens ou même architectes, urbanistes ou paysagistes, et qui en viendraient à transformer la ville de la même manière qu'aujourd'hui on transforme leur cours d'école, avec cette même philosophie, avec cette même idée qu'on a besoin d'espace, qu'on a besoin de végétation, qu'on a besoin de penser à l'usage, qu'on a besoin de penser à comment on vit ensemble dans ce petit espace d'une cour, et puis de la même manière, comment on vit ensemble dans une ville ou dans n'importe quel espace ouvert et public. Pour ce faire, on a 4 invités. Donc vous avez 3 en chair et en os, et un autre qui est en visio. C'est la première fois qu'on a quelqu'un en visio dans un café de l'espace. J'espère que ça va bien fonctionner. Donc c'est un café qui a un peu pour fonctionnement. On va laisser chaque invité présenter un peu son travail, sa démarche, comment il travaille ce sujet-là. Et puis évidemment, il y aura un temps de questions et d'échanges avec la salle, autant que possible, en fonction du temps qui nous restera. Je leur ai demandé de ne pas faire trop long, mais une fois dans son sujet, on est toujours un peu discret. Alors, je vous présente d'abord, et sans vouloir faire injure à la galanterie, mais parce qu'il va aussi intervenir en premier, Pascal Grimaldi, qui est là à ma gauche, qui est professeur des écoles et qui est le conseiller pédagogique de la section Brest-Est. C'est ça, circonscription. Alors j'ai un petit texte sur chacun, je vous l'ai dit, comme ça vous les présente. Je trouve que c'est bien que vous cerniez un petit peu chacun des personnages. Donc Pascal, tu as fait tes premières armes d'enseignant à Paris, en tant que professeur des écoles, essentiellement dans le 18e arrondissement de Paris. Ça nous fera un lien intéressant, je pense, avec l'expérience qu'on verra en dernier sur justement ce qui se fait sur les cours Oasis à Paris. Donc sur le secteur de Montmartre, Barbès et Porte de la Chapelle. Il s'agissait d'écoles relevant de l'éducation prioritaire, d'écoles construites à la fin du 19e, dites écoles républicaines ou écoles Jules Ferry, ou d'écoles édifiées dans les années 30, autour des boulevards des Maréchaux, en même temps que les immeubles d'habitation bon marché de ces années-là. Tu es enseignant spécialisé, tu as exercé en RASED, ça veut dire Réseau d'aide pour les élèves en difficulté scolaire, mais aussi en IME, Institut médico-éducatif, auprès d'enfants déficients intellectuels et autistes. Aujourd'hui, tu es donc conseiller pédagogique de circonscription, c'est bien le bon mot. Tu es le collaborateur direct de l'inspecteur de l'éducation nationale pour le secteur Brest-Est, couvrant Brest-Saint-Marc, Le Relecq, Kipava, Gouesnou et Plougastel. Et sur ce poste, tu es amené à accompagner les écoles dans des projets de construction ou de rénovation pour identifier leurs besoins spécifiques d'aménagement. Donc tu auras plein de choses à nous raconter sur ce sujet. Ensuite, à sa gauche, Marie Guingamp-Girard, qui est paysagiste de l'agence Onésime Paysage. L'agence Onésime Paysage est connue comme agence brestoise, mais Marie est encore plus connue comme Ouessantine depuis quelques années. Marie a fait ses études à l'école d'architecture et paysage de Bordeaux et en Argentine. Paysagiste à Brest depuis 2008, d'abord collaboratrice de l'atelier de Lille, puis la création d'Onésime Paysage en 2013, ce qui ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas, où Fabien Mahé l'a rejoint comme associé en 2015. Elle est partie à Ouessant en 2019, elle va nous parler aussi de Ouessant, y compris de Ouessant. Et le sujet des cours d'école occupe Onésime depuis l'après-Covid environ, quelques projets menés par l'agence sur le sujet, la cour de l'ancienne école devenue centre social du Carré d'As à Morlaix, cours de crèche de Brest-Kérigonan, Pouignot, pôle enfance de Ploubert, et cours d'école de Ouessant et de Porspoder, et c'est surtout ces 2 sujets-là dont on parlera tout à l'heure avec toi. Margot Milad, ou Miyad, je peux vous dire qu'elle a un donc toi tu es architecte au CAUE du Finistère, notamment en charge de la coordination de 2 programmes qui ont des noms sympathiques tous les deux. Le programme PAF, résidence architecturale, et le programme Shifumi, justement sur la transformation des cours d'école. En ce moment, il y a le lancement du troisième appel à projet qui vient de sortir. Tu vas nous en parler aussi.
quelques faits marquants de sa vie d'aventure. C'est pour ça que tu l'as mis. C'était la question que tu nous avais posée. Question, voilà. Donc Margot a travaillé en permanence architecturale avec l'université foraine de Bataville en 2015 pour notre atelier commun. Elle a fait du compagnonnage au long cours au sein de la famille de Patrick Bouchin, donc architecte bien connu et aux pratiques toujours intéressantes et exploratoires. Tu as pratiqué la programmation en permanence architecturale à ton compte avant de rejoindre le CAUE du Finistère il y a quelques années. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Et puis Julien Carré, qui est là sans être là, qui a commencé par faire de la philosophie à l'université à Paris, jusqu'à l'urbanisme en option environnement à l'Institut de géoarchitecture de Brest. C'est comme ça qu'on le connaît. Il vient de terminer son deuxième master. Il commence avec un stage au service espace vert de la ville d'Arcueil, au sein de la mission Nature en ville, puis un stage à l'agence de paysage de l'Or Planchet. Et c'est enfin au CAUE 75, donc Paris, qu'il finit ses études avec l'accompagnement des missions de co-conception des cours Oasis dans les écoles parisiennes. Aujourd'hui, il se lance dans la découverte de l'agriculture biologique dans plusieurs fermes et plusieurs régions de France grâce au système du woofing. C'est l'occasion de passer du mode de vie urbain trop intense à un rural plus sobre et de s'engager dans des métiers manuels proches de la nature et de la terre. Est-ce que c'est l'inspiration des transformations des cours d'école qui l'a emmené à ça? Il va tout nous raconter. Alors chacun de nos 4 invités a préparé un certain nombre de visuels pour nous raconter un petit peu leur expérience et leur vision de la question qui nous occupe ce soir. Je vais donc passer, parce que ça me paraît, parce que Pascal a une petite partie historique dans son diaporama qui me paraît assez cohérent, puis on va commencer par Pascal qui représente quand même les écoles et l'éducation nationale de manière générale. Enfin, tu les représentes pas vraiment, mais disons que tu viens de là et que c'est finalement l'école qui passe commande au CAUE, aux paysagistes, aux architectes et aux urbanistes de modifier ces espaces-là. Donc je trouve que Pascal va nous expliquer un peu quelle est la question et puis ensuite les autres, quelles sont les réponses. Effectivement, l'enseignant il a aussi ce travers ou ce fait-là tout simplement d'avoir jamais quitté l'école. Donc d'avoir pu écumer effectivement un bon nombre de cours et d'avoir pu en observer des différentes, construites à différentes périodes. Comment on change de diapo? Vas-y, tu lances des regards. Donc, effectivement, comme Tristan l'avait pu souligner, j'ai commencé ma carrière de professeur des écoles sur l'Académie de Paris. L'Académie de Paris étant une académie-ville de 75, la ville de Paris. Et donc, j'ai sélectionné 3 écoles où j'ai moi-même enseigné. La première, qui est la plus ancienne, étant l'école élémentaire rue Fouillatier. Alors, c'est une école qui se situe juste en bas de la butte Montmartre. En fait, si vous regardez bien sur l'image, vous ne voyez pas, mais on a pas de funiculaire. Elle est incroyablement située. Je pense que c'est l'école où j'aurais aimé finir ma carrière. Son seul problème, effectivement, c'est la taille de la cour. On a 439 mètres carrés. C'est une école construite en 1878, donc à peu près à la période, effectivement, des lois Ferry, sur l'instruction obligatoire. Et on est sur cette période-là, effectivement, la ville de Paris décide de construire sur la tranche en fait 1875-1914 à peu près 200 à 300 écoles. Donc il y a beaucoup d'écoles qui ont cette architecture-là, qui représente vraiment l'école républicaine telle qu'on peut s'imaginer. À cette époque-là, les textes sur la cour d'école préconisent une densité de 2 élèves par mètre carré. Il y a peu de détails effectivement sur l'aménagement, sur l'usage. On demande à ce que le sol soit pavé, qu'il y ait des latrines, qu'il y ait quelques plantations d'arbres, je pense aussi par rapport en fait à l'ombre. Au niveau urbain, on n'a pas ce détail-là, mais on doute qu'à cette période-là, dans les écoles en fait rurales, on mentionne le jardin de l'instituteur qui va servir effectivement à récolter effectivement des choses pour l'enseignement agricole. Mais là, on est quand même sur une école effectivement qui a peu de mètres carrés pour les élèves. Voilà, 2,46 mètres pour la cour de l'école Fouillatier. 178 élèves en 2024. Alors, c'est pas la chronologie de ma carrière en fait sur Paris, mais notre école construite dans les années 30. Là, on se situe effectivement à côté du boulevard du Maréchaux. C'est une plus grande école. Donc déjà, en fait, on est sur... il y avait plus d'espace, il n'y avait pas en fait à détruire trop d'immeubles. L'architecte Émile Blois, c'est une école de briques rouges. On est un petit peu dans le mouvement en fait, des années 30. Il faut développer le sport,
le plein air, l'école de plein air aussi pour répondre en fait aux maladies tuberculeuses. On a un autre exemple en fait dans la ville de Suresnes, une école de plein air en fait qui, pour les enseignants qu'on présente qui habitent l'INSHEA, l'école qui forme les enseignants spécialisés, on arrive même en fait à enlever les murs. Donc, on peut faire classe dans du dur tout en enlevant effectivement les parois sur le côté. Là on est à 2050 mètres carrés, donc 13 mètres carrés par élève, ce qui est quand même beaucoup. J'ai pas inclus en fait les toits de l'école en fait qui sont des solariums. Donc, à l'époque effectivement on était sur de l'extérieur et même au niveau de la toiture. Et puis on est sur une période en fait des années 70 où là en fait on a une massification importante, c'est-à-dire il faut scolariser les enfants du baby boom. On se pose pas trop de questions je pense sur l'architecture scolaire. Il faut des salles de classe, donc on va trouver des petits îlots. Donc cette école-là, elle se trouve dans le Paris 8e. Si on prend de l'ampleur, si j'avais dézoomé, en fait, on verrait qu'à 2 rues, il y a l'Élysée. Donc il faut imaginer qu'à la place, il y avait sûrement un immeuble qui a été détruit, on a construit une école. On a fait ce qu'on pouvait sur un petit endroit. Et on a une cour, en fait, qui ressemble pas vraiment à une cour. On est sur l'entrée de l'école, 227 mètres carrés. Sur... combien d'élèves? J'ai pas 70 élèves. Il y en avait plus à l'époque quand j'ai enseigné. C'est pas une cour, c'est un couloir. Donc forcément, ça a impliqué le fait d'avoir des échanges des cloisonnements en fait, ou plusieurs sessions en fait de cours de récréation. Et d'inclure en fait pour que ce soit la cour de récréation en fait le hall d'entrée de l'école pour avoir plus de place. Donc ces 3 écoles effectivement ont été construites à des périodes différentes. On sent bien qu'il y a un peu de pédagogie sur le plein air. Il y a un peu cette idée de faire classe dehors. Mais on n'est pas sur les niveaux de densité comme préconisé actuellement par le ministère. Et la diapo suivante. Donc l'éducation nationale édite des guides, notamment un guide bâti scolaire, où elle préconise à l'heure actuelle une densité de 5 mètres carrés par élève, dont une surface couverte, c'est-à-dire le préau d'1 à 2 mètres carrés. Ce sont des surfaces indicatives, ça dépend effectivement du contexte, du nombre d'élèves. Alors la densité, elle ne fait pas tout. C'est pas qu'un rectangle, il faut que ça corresponde en fait à des besoins. Les élèves, quand ils vont en cours de récréation, ils sortent de classe, il y en a certains qui ont besoin de se défouler. Il y en a d'autres, au contraire, qui ont besoin d'être au calme. Il y en a qui ont besoin, effectivement, quand ils évoluent toute la journée dans du collectif, de s'extraire par moment, effectivement, de celui-ci. Et d'autres qui ont besoin aussi, par contre, de s'exprimer, c'est-à-dire d'exister. Le moment de la salle de classe ne leur permet pas, effectivement, d'exister comme ils le souhaiteraient. Donc le temps sur la cour d'école peut le permettre. Alors, les écoles, les espaces scolaires, dont la cour d'école, ont forcément des finalités particulières. La récréation, on n'a pas parlé, mais ça fait partie du temps scolaire. La cour d'école, comme les autres bâtiments de l'école, en fait, ont une vocation pour les apprentissages. Donc, en quoi la cour d'école a-t-elle une relation avec les apprentissages? Quels aménagements spécifiques vont favoriser ces apprentissages? Et est-ce que la cour d'école peut-elle, en soi, être le lieu de ces apprentissages? Donc, un des grands enjeux de la politique éducative à l'heure actuelle, effectivement, c'est l'amélioration du climat scolaire. On sait bien que le climat scolaire, s'il est amélioré, il permet d'améliorer les résultats scolaires, de permettre aux élèves d'avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, de réduire les inégalités sociales. Des études scientifiques qui montrent que donc, un meilleur climat scolaire, ça permet de réduire l'impact des facteurs socio-économiques. Forcément, ça joue sur le bien-être des élèves, c'est important, et des adultes. On sait bien qu'il y a la notion de santé et sécurité au travail, et qu'avec un meilleur climat scolaire, on a des diminutions des violences psychiques, dont le harcèlement, des violences physiques également, et qu'il y a moins de problèmes de discipline. Et donc la cour d'école, elle permet d'améliorer ce climat scolaire. D'abord par certains aménagements qui vont favoriser la prise de risque. Dans un environnement qui serait surprotégé, l'élève n'explore pas cette prise de risque-là. Il faut vraiment qu'il puisse expérimenter l'équilibre sécurité et risque. Et tout ça, ça va lui permettre en expérimentant par des aménagements spécifiques,
ça lui permet de développer sa confiance en soi. Pour les apprentissages, c'est extrêmement important. La confiance en soi, ça permet effectivement d'explorer, d'expérimenter, de montrer qu'on ne peut pas forcément y arriver tout de suite du premier coup. Hein. C'est accepter l'erreur, et effectivement l'erreur elle fait partie des apprentissages. L'égalité filles-garçons. Alors là, on a une belle illustration. En fait, je n'ai pas fait exprès, je me suis positionné là pour parler devant vous. Malgré moi, j'ai été poussé par mes camarades en plein milieu effectivement de l'estrade entre guillemets. Malheureusement, c'est un fait. Ça se retrouve dans nos salles de classe, ça se retrouve dans la cour de récréation. Les garçons ont plutôt une place centrale. On pourra échanger tout à l'heure. Oui, c'est ça. Quand on demande effectivement aux élèves de se situer dans la cour de l'école, de faire un joli dessin, tel l'a fait en fait la géographe de l'espace Edith Marie-Jules, et ben on constate bien voilà, que les garçons occupent cette place centrale, qui vont être extrêmement mobiles sur cet espace, à l'inverse effectivement des filles qui vont être situées davantage en périphérie et sur des situations beaucoup plus immobiles. Alors ça c'est beaucoup dû au fait qu'il y a des grands terrains de sport. Le foot tient une place quand même très importante, le jeu collectif, c'est pas le foot, c'est le basket. Hein. Et quand j'ai su que je devais intervenir ce soir, je me suis dit tiens, je vais aller au hasard sur une école de ma circonscription. Je me suis dit tiens, je vais regarder la cour. Là, j'ai même pas eu besoin d'attendre le bon moment. J'ai pris une photo et clic-clac. J'ai eu une belle situation. Donc là, c'est sur le temps du midi. Il n'y a que des garçons. Les filles, en fait, ne sont même pas dans le champ de la photographie. Alors j'imagine qu'elles sont en fait sous un préau en fait qui est en longueur en fait par là, mais c'était extrêmement révélateur effectivement de leur place sur l'espace de la cour. Or en fait le problème c'est que si un espace est contrôlé par une minorité, hein, quelque part ça crée des conflits parce que c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas accéder à cet espace-là. Ça crée des problèmes aussi parce que ça va se retrouver dans la salle de classe. On sait bien que les garçons, ils ont tendance en fait, à s'asseoir plutôt de manière centrale dans la classe, quand les filles s'assoient plutôt le long des murs. L'enseignant, même s'il essaie de circuler, même s'il essaie d'avoir une visibilité sur l'ensemble de sa salle de classe, bah forcément, il va plutôt avoir tendance en fait, à ne voir que ceux qui sont en face de lui. Et donc malheureusement, sur des situations d'apprentissage, eh ben, les élèves qui seraient sur le côté auraient tendance à être moins interrogés. Si elles sont en difficulté, du coup si les filles qui sont sur le côté sont en difficulté, le risque effectivement c'est qu'elles soient moins repérées, moins interrogées par l'enseignant. Donc en fait, revoir effectivement la position de chacun, ça permet aussi de jouer sur les apprentissages en fait in fine. Alors on sait bien qu'il y a depuis 2005 une volonté forte effectivement d'inclure tous les élèves, quel que soit leurs besoins, quel que soit leur handicap. À l'école, ça se retrouve avec la politique de l'école inclusive. Depuis 2005, effectivement, pour les écoles, il faut une accessibilité du bâti comme des apprentissages. Effectivement, il faut que toute déficience puisse accéder à l'école, concrètement au niveau des bâtiments. Mais il faut donc effectivement qu'il y ait aussi des aménagements pédagogiques soient réalisés pour ces élèves-là au niveau des apprentissages. Et donc il faut que de l'inclusion, c'est-à-dire qu'il y a un changement vraiment de position d'élèves en situation de handicap au niveau de l'école. Là on parlait d'intégration auparavant, où finalement l'élève en situation de handicap était à côté du groupe. Là avec l'inclusion, on a vraiment l'élève en situation de handicap qui est dans le groupe. Là où avant en fait on disait qu'il devait s'adapter au groupe, là on a le schéma inverse effectivement où c'est l'école, les autres qui doivent s'adapter à l'élève en situation de handicap. Donc directement le cadre proposé au niveau des apprentissages comme au niveau des aménagements doit permettre effectivement à l'élève avec besoins spécifiques d'exister en fait sans intervention particulière. Donc il faut que l'espace lui permette d'évoluer en autonomie. Pour les besoins essentiels, qu'ils puissent effectivement aller aux toilettes en fait librement sans avoir besoin d'aide humaine, et du coup certains mobiliers en fait au niveau des toilettes qui soient aménagés, qu'ils puissent se repérer facilement pour aller aux toilettes sur un chemin en fait délimité assez facilement. Il faut qu'il y ait des repères en fait tout simplement. On sait bien que pour des déficiences en fait cognitives notamment, il y a besoin d'avoir une clarté sur la fonction de chaque espace. Donc les espaces soient bien délimités, peut-être par des lignes, peut-être par des couleurs, par des textures différentes.
au moins que les choses soient repérables pour l'élève. Ce repérage, cette visibilité de l'espace, pour les déficients visuels, ça peut être une maquette construite en 3D qui serait disponible en fait à l'entrée de l'école. En fait, ça. Il y a plein de choses qui peuvent permettre de rendre plus visible l'espace. Au niveau sensoriel, on sait bien qu'il y a je pense notamment aux enfants autistes, ils ont des perturbations sensorielles, c'est-à-dire des hypos ou des hypersensibilités au niveau des sens, certains qui vont être hypersensibles auditifs, le moindre gros bruit va les tourmenter, ou au contraire hyposensibles au niveau du bruit, ils vont chercher effectivement cette stimulation en fait au niveau auditif. Donc tenir compte des perturbations sensorielles, c'est faire en sorte que pour ceux qui vont chercher effectivement le stimuli, qu'il y ait des choses qui soient mises à disposition. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des petits carillons, des bruissements de végétaux. Et puis pour ceux qui sont hypersensibles, en tenir compte dans le cadre de l'intégration sensorielle. C'est-à-dire finalement les amener à s'habituer progressivement au bruit. Bon, ça se fait quand même accompagné par l'adulte, bien sûr, mais qu'ils aient des choses quand même à manipuler dans ce cadre-là. Alors la cour d'école, elle peut servir aussi à apprendre. C'est-à-dire que c'est un lieu d'apprentissage particulier. Et on le voit bien par l'école dehors. Vous savez, l'école dehors, c'est une des grandes demandes à l'heure actuelle, qui est fortement pratiquée dans les pays scandinaves et anglo-saxons, mais en fait qui n'est pas si nouvelle que ça. Je vous ai parlé tout à l'heure dans les années 30 de l'école où j'enseignais à Rouennais qui faisait la promotion de l'école du plein air. Je pense que quand on prend les pédagogies de Freinet ou de Crowley, on était déjà en fait dedans. Mais faire l'école dehors, effectivement, c'est sortir à l'extérieur, dans la nature, même que la nature soit un objet d'apprentissage. Ça peut être compliqué d'aller tous les jours, effectivement, sur un espace forestier qu'on n'a pas forcément à proximité derrière, à côté de l'école. Donc, ça peut être compliqué pour les tout petits, aussi les maternelles. La distance vers l'espace vert qui est à proximité n'est pas forcément courte. Donc, une des premières choses faisables, c'est de faire classe dehors, à l'intérieur de l'école, au niveau de la cour. Et donc, pour faire classe, forcément, on va être amené à mettre les élèves dans toutes les zones de la cour. Ils y feront des explorations en fonction des apprentissages. Mais il y aura nécessairement des moments de regroupement nécessaires, qui peuvent être aménagés, là, comme sur les exemples des écoles parisiennes. Alors en Bretagne, on est un petit peu impacté par la météo, donc on va peut-être penser à couvrir légèrement. Ça peut être utile quand on a du soleil, parce qu'on en a quand même un peu des fois, mais effectivement l'idée d'amphithéâtre est plutôt positive, parce que ça peut servir aussi pour les conseils d'élèves, pour des situations où le conseil d'élèves, ça se fait dans les classes pour la régulation du comportement, l'apprentissage des règles de vie de classe, des ateliers philo, etc. Donc ça peut être pas mal d'avoir ces situations de regroupement comme ça. Et bien sûr, dans l'école dehors, il y a cette reconnexion à la nature, qui dans nos écoles urbaines, effectivement, peuvent manquer. On n'a pas tous des écoles qui ont vu sur les vignes, sur mer, donc c'est bien d'apporter du végétal. Et même, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que les écoles, elles sont majoritairement bitumées. Il manque ce contact à la terre, en fait. Ou du moins, ils vont tous s'approcher de l'arbre, parce que c'est le petit endroit où ils vont trouver, ils vont commencer à gratouiller à ce niveau-là. Mais c'est bien, effectivement, de reconnecter au végétal, parce qu'on sait bien que les études psychologiques, elles montrent que face à du végétal, on sent quand même un petit peu mieux. Et puis, c'est un formidable support aussi pour les sciences. On va pouvoir observer, expérimenter, avoir une démarche d'investigation. C'est important aussi que les végétaux disponibles pour les élèves soient suffisamment diversifiés, si on veut essayer de faire de l'observation du végétal, et des espèces différentes, pour faire des catégories. Un projet que j'ai à cœur, j'aimerais bien qu'il se passe sur une des écoles de mon secteur, c'est l'école Jules Ferry du Relais-Quirion. Si on prend les vieilles photos satellites, on se rend compte qu'à l'emplacement de l'école, en fait, il y avait des champs, rien d'extraordinaire, mais en fait, on remarque que les talus sur une partie de la cour, en fait, sont toujours existants. Alors, ces talus sont bien visibles pour ceux qui connaissent l'école. Malheureusement, ils sont très piétinés par les élèves. Il n'y a plus rien à part l'arbre qui menace pratiquement de s'écouler. Et ça fait un formidable projet. Qu'est-ce qu'un talus? Quelle est la fonction du talus? Quelles espèces peuplent le talus, au niveau de la flore comme au niveau de la flore?
On va les replanter, on va observer tout ce qui se passe là-dedans. Ça peut être un bel exemple effectivement d'école dehors par rapport à la reconnexion au vivant. Alors les mathématiques, vous savez qu'on est à fond au niveau de l'éducation nationale sur les apprentissages fondamentaux. Et bien les mathématiques, c'est un exemple d'apprentissage qu'on peut mener à l'extérieur. Alors, on peut faire des balades mathématiques. Alors, balades mathématiques, tout ça, on peut le faire à l'extérieur en sortant de l'école. Mais dans la cour, on a aussi la matière de le faire. Les mathématiques, c'est aussi faire prendre conscience en fait, aux élèves que les mathématiques font partie de l'environnement. Et donc, c'est les amener en fait à se dire, on va dans la cour de l'école, par exemple, qu'est-ce qui est mathématique autour de nous? Il y a des formes géométriques, il y a des nombres, je vois. Prenez des photos de tout ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors si on se limite aux formes géométriques, on va faire le répertoire de toutes les formes géométriques. Si on est au-delà, on va dire, est-ce qu'il n'y a pas matière pour écrire un problème? Et donc se dire, chacun écrit son problème, puis après on le résout ensemble. C'est ça l'idée des balades mathématiques qu'on peut faire au niveau de la cour. Donc bien sûr, c'est pas nouveau, on peut faire de la mesure, de la géométrie en fait à grande échelle. Sur une feuille, c'est compliqué effectivement de mesurer des mètres. Par contre, dans la cour, l'espace est plus important. Donc, n'hésitez pas à faire même des formes, des angles, à enrichir, je parle aux architectes, à enrichir géométriquement et mathématiquement effectivement cet espace-là. Et puis, on sait bien que nos apprentissages, on a besoin beaucoup de répéter, voir les choses autrement, de manière ludique. Et il est certain que lorsqu'il y a des choses comme ça, comme des marraines, alors ça s'inspire d'un jeu hindouiste, un serpent à échelle, et ça permet de revoir autrement, de manière ludique, l'apprentissage là qui est celui de la suite numérique. Donc bien sûr, la cour, c'est un espace à nouveau, on fait de l'EPS à l'extérieur, on apprend à agir avec son corps et à s'exprimer. Là, en fait, on avait un espace rectangulaire où on faisait du jeu collectif, et on va pouvoir proposer plein de choses différentes. Des parcours diversifiés, qui soient diversifiés en termes de difficulté, par niveau, par âge, qui soient diversifiés en termes d'intensité, effectivement, par rapport en fait là où on avait un grand terrain de sport. Certes, ce terrain de sport, on peut le mettre en périphérie pour éviter que les garçons aient une place, les garçons ou ceux qui jouent au foot, il y a une place centrale. Attention à conserver quand même une grandeur suffisante. J'ai eu une école là, sur mon secteur, où il y a eu un aménagement de la cour. Là où il y avait un grand terrain pour faire le jeu collectif, il y a eu une diminution de moitié, et c'est vrai que c'est compliqué de mettre toute la classe, les 25 en fait, dans ce cadre-là. Donc attention à laisser quand même une place suffisante. Sur les parcours, on peut imaginer plein de choses, du sauter, du grimper, du escalader. Ce qui est intéressant, c'est que ça soit modifiable pour introduire des variantes des apprentissages. Et on peut développer du savoir rouler. Je trouve ça super, cette photo à Paris. Le savoir rouler, c'est une compétence à côté du savoir nager. On apprend à faire du vélo, mais aussi de la trottinette, en sécurité avant de sortir sur l'espace extérieur. On peut aussi faire des créations artistiques. Alors bien sûr, la cour de l'école, ça peut être le lieu pour les valoriser. Il y a une opération en fait qui s'appelle la Grande Lessive, où chaque année il y a un thème qui est désigné, où l'école entière va récupérer ce thème-là, produire des créations artistiques et les afficher, donc les suspendre. Donc ça peut être intéressant en aménagement, effectivement, de prévoir des crochets pour prévoir ces suspensions. Donc on va les valoriser, mais on va aussi favoriser la création artistique des élèves, surtout en récréation avec effectivement des supports verticaux à la craie, avec des matériaux différents, parce qu'en fait on crée aussi avec plein de matériaux divers. On pourrait imaginer effectivement qu'il y ait une feuille pour peindre, et que l'enfant réutiliserait de l'eau et de la terre, de l'eau ou le pigment issu de la fleur par exemple pour faire de la peinture. Et puis c'est l'occasion de faire des résidences d'artistes également, en fait aussi. Et bien sûr le jeu. Quand on pense à cours d'école, j'ai souhaité terminer en fait par cette diapo-là. La cour de récréation, c'est aussi celle du jeu. Alors, il y a du jeu structuré. J'ai pas mis la dominante là-dessus sur la diapo. Quand on dit jeu structuré, on pense à jeu avec des règles. Quel jeu avec des règles on effectué? C'était du 1, 2, 3 soleil. La semaine dernière, j'ai assisté à une conférence avec un psychologue, Grégoire Borst. Il y a des études qui montrent que des jeux de contrôle comme 1, 2, 3 soleil
favorisent les apprentissages. C'est-à-dire que c'est des jeux de contrôle qui vont servir à contrôler l'inhibition cérébrale. Alors ça, est-ce qu'il est l'heure pour parler de ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'inhibition cérébrale, c'est la capacité qu'a votre cerveau en fait, à mettre en veille des connaissances préacquises, déjà acquises, pour accepter des nouvelles. Donc en fait, jouer à 1, 2, 3 soleil, à Jacadi, ça permet justement de faciliter des nouveaux apprentissages. Je pense à un autre jeu structuré comme les échecs. Ce matin, j'étais sur un collège où, dans la cour de récréation, en fait, est dessiné le quadrillage en fait, du jeu d'échecs. Effectivement, on sait bien que les échecs, ça favorise l'attention, le raisonnement logique, la stratégie de résolution de problèmes. Donc ça va avoir effectivement un intérêt pour les apprentissages. Là, je voulais mettre en valeur le jeu libre. Alors, excusez-moi les enseignants, programme de 2021, parce qu'il y a une modification par rapport à 2015. Mais effectivement, le jeu libre, il est valorisé effectivement, pour la maternelle. Ça implique de laisser un espace assez vaste en fait, pour celui-ci. L'idée, c'est de laisser des enfants jouer librement. Il faut qu'il y ait assez de temps pour plus de 15 minutes pour qu'ils puissent effectivement faire un jeu libre intéressant. Il n'y a pas de règles, c'est libre, vous faites ce que vous voulez, avec qui vous voulez, avec le matériel que vous voulez. Et ça va être super pour développer l'imaginaire, favoriser le langage, la relation aux autres. Il y a plein d'impacts positifs. Une action positive, c'est de mettre à disposition, comme c'est le cas sur l'école Vitruve, à Paris dans le 20e, des boîtes à jouer. C'est le cas aussi sur l'école Jules Ferry au Relais-Quirion, où il y a des actions des enseignants maternelles qui ont fait ça. Et bien, dans cette boîte à jouer, on va l'ouvrir à la cour de récréation, et puis il y a plein de choses dedans, mais vraiment n'importe quoi. Effectivement, on a demandé aux parents, allez, vous avez des pneus, des claviers d'ordinateur, ou des manches d'aspirateur. Vous rapportez tout ça, et les enfants sauront quoi en faire. Et ça sera super. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. C'est vrai que dans les années 80, moi je me souviens dans les écoles, on n'avait pas le droit de se salir. J'avais plein de copains qui disaient ça. Ah, mais non, arrête, j'ai pas le droit de me salir. Du coup, la cour en enrobé, c'était nickel, on se salissait pas. Terrible, ça. Peut-être que c'est l'invention de la machine à laver qui a fait que. La généralisation de la machine à laver qui fait que maintenant on peut renaturer les cours d'école. Qui lui plu. Je propose. Je vais laisser ma place en salle. Du coup, va venir au centre du jeu. Pour nous raconter, en réponse à toutes ces belles attentions, et comment essayer de faire que les écoles, que les communes et les écoles, parce que les communes en général possèdent les écoles, sont propriétaires des cours et des bâtiments primaires. Ouais. Comment faire pour que les communes, dans le Finistère en particulier, s'emparent de ce sujet-là, et comment déclencher un peu des bonnes pratiques en la matière. Bonjour à tous. Effectivement, je vais revenir pour commencer. Bien tout près le micro. Oui. C'est bon là, on m'entend? Oui. Pour commencer, je vais revenir sur. Alors, tu as présenté tout à l'heure, tu m'as présenté en disant que j'étais architecte au CAUE du Finistère. Le CAUE du Finistère, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Très rapidement, ça veut dire Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du Finistère. On est une structure associative qui est issue de la loi sur l'architecture de 1977 et que les départements peuvent choisir d'activer ou non. La plupart des départements en France sont dotés d'un CAUE et donc avec des missions qui sont encadrées par la loi, qui sont une mission de conseil aux collectivités. Les collectivités qui le souhaitent adhèrent au CAUE et au travers de cette adhésion, ensuite on les accompagne sur les différents sujets qui les traversent. Conseil aux particuliers également, et puis sensibilisation et formation tout public. C'est dans le cadre du conseil aux collectivités. Alors pour donner une idée, on est une équipe de 9 personnes, architectes et paysagistes au CAUE du Finistère, et on a environ entre 100 et 150 conseils aux collectivités par an, donc ça représente un certain nombre. Et dans le cadre de ces conseils aux collectivités-là, on est très sollicité sur la question de la transformation des cours d'école. Tu disais tout à l'heure, Tristan, la cour d'école, c'est un petit sujet, avec des petites personnes dedans, et puis tout ce qu'on peut expérimenter en petit là-dedans peut nous inspirer pour des plus grandes échelles. Effectivement, nous, on est complètement d'accord avec cette question de l'inspiration que ça peut apporter, mais un petit sujet comme celui-là, c'est aussi un sujet plus complexe. Parce que quand on est tout petit,
avec aussi des tas d'acteurs autour, que ce soit la commune, propriétaire des lieux, avec des agents techniques qui entretiennent ces lieux-là, avec des agents périscolaires qui sont une bonne partie du temps sur la cour, le midi, le soir, avec une équipe pédagogique qui utilise cette cour-là sur les temps de classe et sur les temps de récréation, avec les parents aussi qui ont un regard sur cet espace-là, avec les enfants bien sûr qui sont les premiers utilisateurs. En fait, on a tout de suite beaucoup de monde autour sur un espace qui est plutôt petit, qui est plutôt contraint et qui doit répondre à beaucoup d'enjeux. Alors on est sollicité par les collectivités sur la question des îlots de chaleur, de dire qu'en fait avec ces sols complètement bitumés, en fait on a à partir des fois du mois de mai-juin des classes qui peuvent carrément pas sortir dehors tellement il fait chaud sur le bitume qui chauffe. Donc comment on ramène de la fraîcheur dans ces cours-là? La question de la végétalisation, de l'introduction de la biodiversité dans la cour, de la gestion des eaux pluviales aussi qui vont souvent créer des problématiques dans les cours avec des flaques qui stagnent et puis tout ce qui peut se passer autour de ces flaques-là, appréciées ou non par les équipes enseignantes. On a donc toutes ces questions-là et bien sûr à ces questions climatiques presque se greffe aussi tout ce que tu as évoqué et je ne reviendrai pas sur ces questions des usages qui sont multiples aussi dans une cour d'école. Comment on aborde la mixité, la réponse à la variété des besoins des enfants, à la variété des temps qui peuvent se dérouler dans la cour. Donc là, voilà, j'ai évoqué déjà plein de choses. Donc dans ce petit espace-là, il y a tout ça à gérer. Et qui dit petits espaces, dit aussi pas un budget énorme des collectivités pour les transformer. Alors ça dépend de quelle collectivité. Nous, on accompagne au CAE surtout des communes rurales et petites villes du Finistère. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles de ce qui a été présenté, par exemple, tu as eu beaucoup de photos des cours Oasis à Paris, et on va en reparler, je pense, pendant la 4e intervention. Les cours Oasis à Paris, c'est des transformations de cours, j'allais dire du sol au plafond, mais c'est du sol au sol, en tout cas, et qui vont, avec aussi un objectif de les ouvrir sur la ville, de les transformer en square sur d'autres temps, mais c'est des transformations qui vont coûter entre 300 et 800 000 euros. Et les exemples très médiatisés aujourd'hui des cours d'école transformés, parce que toutes les villes sont entrées dans cette mode-là, hein, Bordeaux, Lille, Lyon, tout le monde est parti dans des transformations de cours d'école, on est autour de ces montants-là. Et donc on se retrouve aussi avec cette complexité-là que nous, les communes qu'on accompagne, les sujets qu'on accompagne, n'ont pas ces montants-là à mettre sur la table pour la transformation des cours d'école. Donc il y avait toutes ces sollicitations, on a commencé à les accompagner il y a quelques années au croisement de nos missions de conseil aux collectivités, donc sur la transformation des espaces et de pédagogie scolaire, en faisant, nous, CAUE, des ateliers dans les classes, des ateliers de concertation en plusieurs temps, pour travailler sur qu'est-ce que la cour d'école, quels sont les usages, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, comment on pourrait la transformer, quels sont les enjeux de la cour d'école, et puis pouvoir donc, aborder tous ces sujets-là avec les enfants, donc faire de la pédagogie au travers de ça, et puis rendre des notes d'enjeux aux collectivités en leur disant voilà, vous pouvez y aller. Sachant que nous, CAUE, on n'est pas maître d'œuvre et on n'a pas du tout vocation à accompagner la réalisation ni à dessiner des projets qui vont être réalisés. Donc on se rendait compte qu'en fait, on en arrivait là et c'était une sorte d'impasse où les collectivités n'arrivaient pas à passer le pas derrière de réaliser les projets. Et c'est en prenant conscience de cette impasse-là qu'on a, donc il y a 2 ans maintenant, élaboré un programme d'accompagnement spécifique des collectivités en Finistère, qui est un programme expérimental, dans le sens où pour nous, c'est vraiment une expérience. On dit que si on changeait des conditions, là, parce qu'on avait notre espèce de blocage on ne peut pas mettre tout cet argent-là sur les sollicitations qu'on a, comment des professionnels aussi qui travailleraient sur ces cours d'école-là peuvent s'y retrouver financièrement, parce que qui dit besoin de concertation avec tous les acteurs que j'ai cités, dit aussi besoin de plein de temps passé sur place, la finesse aussi de l'analyse de l'existant et tout ça. Et si on est sur un petit budget, sur un projet classique de maîtrise d'œuvre, on a un budget de travaux, imaginons qu'on a, 50 000 euros, et en fait on va dire, la maîtrise d'œuvre prend 10%, 5 000 euros. Il n'y a pas beaucoup de temps à passer sur la cour pour faire la concertation et toutes les étapes du projet avec ce coût-là. Donc il y avait aussi cette petite impasse.
s'est dit qu'est-ce qu'on peut monter comme programme un peu expérimental qui vient essayer de résoudre ça. Et donc on a monté le programme qui s'appelle Chifouli. Et donc tu disais tout à l'heure, là on en est à la 3e édition. La première édition d'accompagnement de communes, parce que c'est un accompagnement de communes, a vu ses cours finalisés en juin dernier, ou là à la rentrée, on en parlera tout à l'heure, et notamment plus précisément avec l'exemple de Porspoder sur lequel a travaillé Marie. Donc la première édition c'est terminé là. Est-ce que tu peux passer la diapo? Et puis on a une 2e édition qui commence et une 3e qui est en consultation. Donc là on vient de sortir le cahier des charges. L'objectif de ce programme, c'est de recruter des équipes de professionnels, donc paysagistes, concepteurs et autres compétences, pour travailler sur la concertation, la conception et la réalisation des cours. Donc c'est de faire le projet de A à Z aux côtés d'un groupe de projets variés avec toutes les personnes dont on a parlé tout à l'heure, et de recruter ces équipes de professionnels donc, aux côtés des communes avec un ensemble de règles du jeu. La première règle du jeu, c'est une enveloppe fermée. Une enveloppe fermée de 50 000 euros. J'ai pas dit 50 000 euros au pif tout à l'heure. C'est de se dire, on avait un peu calibré ça avec plusieurs retours d'expérience en se disant 50 000 euros, on peut quand même réussir à faire des choses avec. Et donc, la règle du jeu, c'est que vous avez 50 000 euros pour les travaux et tous les honoraires, et vous ne pouvez pas dépasser de cette enveloppe-là. Donc, et en leur laissant aussi dans cette enveloppe de 50 000 une répartition libre entre la rémunération des différents temps, concertation, conception, mais aussi participation à la réalisation. Donc, les équipes de concepteurs font aussi de la réalisation. Et puis, ce qui va être mis dans les travaux. Ce qui va être mis dans les travaux, c'est l'idée aussi d'essayer de sortir du recours à des entreprises classiques qui vont venir refaire les sols, planter, mais c'est plutôt de travailler avec la régie, donc les agents municipaux qui sont directement dans la boucle pour derrière aussi être investis dès le démarrage sur un espace qu'ils vont entretenir derrière. Autre règle du jeu, c'est une règle temporelle, c'est une année. C'est-à-dire que, et ça sur les 2 premières éditions c'était une année scolaire, les équipes ont une année pour réaliser de la concertation à la réalisation une cour d'école. Et ça on l'avait calibré par rapport à l'année scolaire en se disant que un des grands enjeux aussi et qu'il ne fallait pas perdre dans ce programme-là, c'était un enjeu de pédagogie autour du projet, que tout le monde soit concerté mais qu'aussi les enfants apprennent des choses au travers de ce processus-là. Et donc, voir un projet se dérouler du début jusqu'à la fin en une année, on trouvait vraiment que ça permettait à des enfants de découvrir ce mode projet-là. Pédagogie, c'était une de nos règles du jeu. Et puis, ce programme, il a aussi, je parlais du côté expérimental, mais pour nous, il a une vocation à l'exemplarité, à ce qu'on puisse derrière CAUE nous valoriser ce qui serait sorti de cette expérience et pouvoir inspirer d'autres communes. Sans dire pour autant que 50 000 euros, c'est le montant idéal pour transformer une cour d'école. On a mis la règle du jeu pour toutes les cours, les grandes, les petites, les déjà aménagées, les pas trop aménagées, 50 000 euros. C'est de dire qu'est-ce qu'on fait avec 50 000 euros dans plein de situations différentes, ce qui derrière nous permet d'en tirer des conclusions. On tirera là un petit peu plus tard. Et l'exemplarité, c'est aussi de dire, l'idée c'est pas de faire n'importe quoi, et de construire des choses à tort et à travers parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais d'être vraiment dans le côté reproductible et donc de respecter toutes les normes bien sûr de sécurité et la sécurité des enfants. Et là ça va, je vais avoir plein de photos donc on va avancer à un bon rythme, tu peux passer. Donc ça c'est les communes groupées, c'est que ces appels-là, donc il y en a 3, sont lancés à chaque fois avec un groupe de communes. Sur la première édition on en avait 4, sur les 2 et 3 il y a 6 communes à chaque fois. Et ces communes-là, en fait, c'est aussi pour qu'il y ait une communication plus facile pour recruter des équipes. L'idée, c'est de recruter une équipe de maîtrise d'œuvre différente par commune, mais il y a un cahier des charges commun qui passe et qui permet d'avoir une visibilité sur cet appel-là. Et c'est aussi l'occasion pour nous de faire de la pédagogie aussi en amont aux groupes de travail, aux élus, aux équipes enseignantes, aux équipes techniques, et on fait notamment des visites de cours qui ont déjà été transformées avec toutes ces équipes projets-là. J'ai évoqué la sécurité.
Une fois que les communes ont recruté chacune leur équipe de maîtrise d'œuvre, on encadre en début de mission une formation sur la sécurité avec un bureau de contrôle pour toutes les équipes de professionnels qui sont recrutés, pour savoir tout ce qu'il faut sur les hauteurs de chute, les distances, les coincements de tête, de doigts, les échardes, toutes les questions qu'on peut poser, l'utilisation de l'eau, et ça c'était ce matin à Quimper. Et donc l'idée c'est vraiment de partager ça en début de mission et que les équipes qui vont concevoir du sur-mesure pour les cours d'école, donc l'idée aussi c'était de sortir du catalogue qui peut coûter très très cher, dans les 50 000 on peut vite prendre de la moitié sur des jeux catalogues, et donc quand on sort du catalogue il faut quand même respecter la sécurité dans la cour. Quelques étapes par lesquelles passent les concepteurs qui sont recrutés. Alors là il y a un mix de photos des éditions 1 et 2. Quand je vous parlais de concertation à la réalisation, on va un peu balayer ces étapes-là. Donc il y a forcément une étape de diagnostic, c'est pas nous, CAE, qui réalisons le diagnostic au préalable, mais c'est bien les équipes de professionnels qui réalisent un diagnostic avec les enfants dans la cour. Là, c'était un travail pour repérer les endroits qui plaisent, les endroits qui fonctionnent, ceux qui plaisent le moins. Le diagnostic, ça passe pas seulement par poser des questions aux enfants, mais aussi observer ce qui se passe pendant les temps de récréation et voir, parce qu'en fait c'est un peu biaisé quand on demande aux enfants, en plus ils vont vite répondre tous la même chose s'il y en a un qui a commencé à répondre ça, donc c'est aussi de voir vraiment comment se déploient les choses dans la cour, comme tu disais tout à l'heure, les garçons au milieu, les filles au bord, ou alors le fait de tous regarder la moto d'à côté, c'était la blanche d'air au-dessus de la barrière, enfin, voilà, et d'observer ce que ça raconte. Ces temps de concertation avec les enfants, c'est aussi l'occasion de parler d'autres choses et d'apprendre, tu parlais d'apprentissage, d'apprendre des notions sur la nature, sur l'environnement. Là, c'est des lectures de paysages, donc cadrer un paysage et le regarder et apprendre à le déchiffrer avec les enfants. Après toutes ces phases de diagnostic, il y a le dessin, donc la co-conception de ce qui va être réalisé dans la cour, une fois qu'on s'est mis d'accord sur les enjeux. Donc il y a toujours des équipes, des étapes de dessin, ou la photo suivante, je crois que c'est des maquettes. En tout cas, de travailler avec les enfants en volume en dessin sur ce qui pourra apparaître dans la cour, et après de leur permettre d'expliquer ce qu'ils veulent et de partager ça en se disant tout ça ne pourra pas rentrer dans la cour, à un moment il va falloir faire des choix. Il y a souvent, les équipes de concepteurs proposent souvent une étape de préfiguration. Alors là, c'était des petits plots, mais dans d'autres écoles, on a des tracés au sol, pour que tout le monde puisse se rendre compte de ce qui va être aménagé, de la taille des choses, que les enfants puissent pratiquer, valider les hypothèses. Les parents sont souvent invités aussi à ces temps de préfiguration, et puis d'autres pour partager à l'échelle 1 ce qui va se passer. Et il y a bien sûr, tout au long de cette démarche, c'est pas que les enfants, j'ai mis les copies, là, les comités de pilotage, il y a des temps de validation réguliers autour desquels sont réunis tous les élus, l'équipe enseignante, etc., pour venir valider les différentes étapes d'esquisse finale, de conception, de construction dans la cour. Là c'est l'édition 2, et c'est une équipe qui a décidé de commencer, ça c'est le premier comité de pilotage, par construire une serre pour pouvoir faire plein de semis avec les enfants et que ce soit le premier acte de transformation de la cour. Ensuite, on passe au chantier, une fois qu'on a validé les choses. Et le chantier, il y a souvent plusieurs phases. Donc, d'une part, premièrement, le travail du sol. On n'est pas sur des réflexions totales de la cour, on va être plutôt sur des mesures d'acupuncture, de venir découper notamment, là vous voyez, autour des arbres, pour leur permettre de respirer, d'aller mieux aussi, de retrouver une santé. Et d'avoir des petites découpes soit réparties, alors c'est soit des fois réparties comme ça, ou des grandes découpes qui vont devenir des futures fosses de plantation ou de zones en copeaux ou autres sols souples pour permettre des jeux. Et ensuite toujours une phase de plantation, alors l'intégralité des équipes de professionnels le proposent de le faire avec les enfants et souvent avec les services techniques, parfois avec les parents, ce qui permet de partager ce temps-là et aussi que les enfants prennent plus soin derrière de ce qui va être planté. On a des retours sur lesquels les enfants viennent tous les jours vérifier si leur plante a grandi, et leur plante a grandi tous les jours après l'avoir plantée. Donc il y a un vrai respect de la transformation de la cour via ce type d'atelier. Des peintures, donc ça peut passer par des fresques au sol ou au mur. Là, les enfants avaient participé à ces ateliers de peinture. Et puis des constructions, donc ça va être des cabanes, des plattelages, des bancs, parfois des jeux.
même si on n'est pas sur des jeux très élaborés vu le budget qu'on a. Et là, c'est dans l'une des communes à Pont-l'Abbé où l'équipe de professionnels avait proposé de faire passer des permis outils aux enfants, où ils apprenaient à servir d'une visseuse et d'une scie, et donc ils participaient aussi aux ateliers de construction encadrés par les adultes. Les différents acteurs autres, là on a parlé beaucoup des enfants, mais je vous disais au démarrage l'implication de la régie, qui est très importante et qui est une condition indispensable au respect de ces montants-là de transformation de cours. Donc qui vont être surtout sollicités sur les étapes de décroutage et pour creuser les fosses et le travail du sol. Et je vous disais aussi que les équipes qui étaient recrutées, on est souvent sur des équipes qui sont des équipes couteaux suisses, qui vont savoir faire beaucoup de choses différentes, et notamment à la fois de la conception et puis de la participation à la construction aux côtés des services techniques. Alors là, c'est un petit peu flou, mais c'est un élu qui tient la brouette, le maire de Guillers-sur-Goyen. Dans plusieurs des projets, il y a aussi la solution du chantier participatif qui permet de faire participer les uns et les autres au projet. Guillers-sur-Goyen, c'est une commune de 500 habitants avec un seul agent technique, donc il y avait forcément la nécessité que d'autres personnes mettent la main à la pâte, et notamment les élus, ils sont allés de leur brouette. Et puis à la fin, la célébration, de faire la fête, de fêter, d'ouvrir aux parents, aux autres élus, à la ville, ce qui se passe dans la cour, et puis de fêter tous ensemble la transformation des lieux. Et alors, une fois qu'on a transformé la cour, bien sûr, ça transforme aussi la façon dont on l'utilise, ça va influencer les usages, mais il va y avoir aussi d'autres contraintes, l'entretien, et puis de nouvelles règles du jeu, des règles de vie qui apparaissent dans la cour. Là, vous voyez un petit balai dans la fosse de copeaux. Les copeaux, c'est de plus en plus répandu dans les cours d'école. Il y a toujours la question, mais oui, ça va déborder partout, ça va demander énormément d'entretien. Dans la plupart des écoles où ils ont pris la décision d'inclure les enfants dans le processus de nettoyage de la cour et se dire, en fait, la cour, elle va être beaucoup mieux pour tout le monde, mais on va en prendre soin ensemble, et on va acheter des petits balais pour que les enfants remettent les copeaux dans la fosse. En fait, ils se battent pour passer le balai. C'est pas une corvée, c'est plutôt un jeu très prisé. Et on a vu ce matin, dans la cour dans laquelle on a fait la formation, il y avait aussi dans la classe tout un tas de règles du jeu pour utiliser les nouveaux aménagements. Notamment, on ne monte pas à plus de 2 sur un rondin. On ne touche pas à tel animal, parce qu'en fait, ça ramène aussi des insectes, des animaux. Et il y a plusieurs hérissons dans les cours de Quimper. Donc c'était aussi les règles du jeu. On regarde le hérisson sans le toucher. Voilà, ça amène d'autres usages de la cour. Et puis, quelques images des extraits des 4 cours qui ont été transformés lors de la première édition de Shifumi. Là, à Pont-l'Abbé, il y avait 4 cours différentes. Ça, c'est la cour des CP. Les larves que vous voyez là, il y en a un autre juste à côté. Ils étaient vraiment enserrés dans le bitume. Ils allaient plus très bien. Il y a eu une découpe assez généreuse autour et une cabane implantée à l'intérieur. Vous voyez pas, mais derrière la cabane, il y a aussi le plus petit terrain de foot du monde qui a été créé dans un coin, qui était déjà utilisé comme mini terrain de foot. En fait, là, il a été marqué afin que ce soit pérennisé. Au Guilvinec, une cour qui était entièrement bitumée. Là, les plantations n'ont pas encore été réalisées, mais de la même façon, il y a eu des découpes autour des arbres, une grande fosse de copeaux du côté des maternelles avec une petite cabane et un tronc posé qui sert en fait de support de jeu et que les enfants adorent investir. On a eu plusieurs fois ce dispositif-là, ça marche très très bien. Et on a une autre cabane pour les plus grands et des tables pour faire école dehors ou goûter ou se rassembler dehors. Et puis tout un travail de peinture au sol. Guillers-sur-Goyen, pardon, là, moi je me disais. C'est moi, comme c'est là où vous aviez vu le maire avec sa boîte. Donc il y a eu derrière vous avez cette chose-là. Là. C'est un très grand tronc de châtaignier qui est tombé pendant la tempête Kiaran et qui a été ramené dans la cour pour servir aussi de support de jeu, d'alternative à une structure de jeu classique. Il a une petite tête de dinosaure qui est pas mal, mais on ne la voit pas ici. Et puis ici, dans une nouvelle fosse de copeaux, il y a eu la création d'une cabane, il y en a une autre derrière, et puis une cuisine à patouille, et ça marche très très bien aussi, où les enfants peuvent venir mettre des copeaux, des feuilles, des cailloux, un peu d'eau, et ça les occupe pendant toute la récréation. Et Porspoder, alors je ne vais pas en dire énormément parce que tu vas sûrement en reparler, mais donc il y a eu aussi plusieurs... donc là c'était un sol souple qui a été enlevé et remplacé par
par des cocos, et il y a eu une création d'une structure de jeu, une nouvelle structure de jeu qui fait partie des jeux officiels et donc a demandé une certification. Donc ça c'est un jeu qui est certifié, qui est reproductible, vous pouvez en faire plein partout avec le toboggan. Et puis je te laisserai parler des autres avantages. Et voilà, pour conclure, merci. Et donc il y a la 3e édition de Shifumi qui se passera, je vais prendre un pense-bête parce que sinon je vais oublier des communes, mais on aura Gwenou, Guipava, Plébertriste, qui j'ai d'autres, Douarnenez, Mautref et Tours qui s'inscrivent dans la 3e édition de Shifumi. Et là, la consultation vient d'être lancée, les réponses sont attendues en novembre. Voilà. Et donc on attend un engouement assez grand comme ça l'a été pour les 2 premières éditions de la part des professionnels qui apprécient beaucoup cette manière de faire. Merci beaucoup. C'est en grande partie la création de cette démarche Shifumi en Finistère qui nous a donné envie de faire un café de l'espace sur les cours d'école. Merci Marco. Je ne vais pas essayer de faire une transition, donc je vais faire sans transition. Je passe le micro à Marie, paysagiste, qui va nous reparler de Corse moderne, mais pas que. Qui a pratiqué et dans le cadre de Shifumi et dans d'autres cadres sur diverses cours d'école. Merci. Donc effectivement, nous à l'agence on est paysagistes, donc très rapidement les paysagistes on travaille sur les espaces publics, on fait, je caricature un petit peu, mais à peu près les mêmes études que les architectes, ils travaillent sur les bâtiments et nous sur les espaces extérieurs. Du coup les cours ça fait partie des projets qu'on peut avoir, donc on intervient de différentes manières. Soit finalement c'est un nouveau bâtiment, donc la question se pose pas trop, il n'y a pas encore d'usagers le plus souvent. On travaille avec l'architecte et puis on imagine un extérieur. Ce qui peut se passer autrement, c'est une rénovation. Donc là, pareil, on parle de rénovation lourde. On mène en ce moment à Brest, rénovation crèche. Donc voilà, le bâti est rénové, il n'y a plus d'enfants qui sont là, donc on en profite, on refait les extérieurs, avec les complexités que ça peut avoir. Et puis le plus souvent, du coup, nous on est là, on dessine, c'est une entreprise qui réalise, et puis on est finalement dans un chantier très classique. Là, l'idée, c'est de vous présenter plutôt 2 projets, donc un qui a commencé avant Shifumi et l'autre qui est un des projets Shifumi, pour vous montrer un peu ces nouvelles manières de faire qui nous intéressent à l'agence et puis qui, c'est vrai comme tu le disais, paraissent particulièrement adaptés à nos territoires et à notre territoire breton en particulier. Donc moi je vais plutôt, tout ce qui a été dit avant, nous on l'a en tête, on est à fond là-dedans, mais du coup je ne vais pas du tout en parler pour plutôt vous montrer comment ça s'est passé. Sur 2 des exemples. Donc le premier projet, ça va être à Ouessant. Donc là, il est un peu particulier parce que j'ai une double casquette. Moi, je suis arrivée dans ce projet, non pas parce que j'étais paysagiste, mais parce que j'étais maman de ma fille qui était scolarisée là et que j'étais au conseil d'école. Et un jour, au conseil d'école, tout le monde se dit quand même... alors du coup, tu peux passer les images parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a le... Aujourd'hui, dans cette cour d'école, il ne se passe vraiment pas grand-chose. Vous voyez, il y a beaucoup d'enrobés. Ce serait super qu'on installe un toboggan, ou vous savez, là, ces petits jeux sur catalogue. Et moi, j'avais bien en tête combien ça coûtait un jeu de catalogue. Et j'avais aussi bien en tête qu'on pouvait peut-être faire différemment. Et je leur ai dit, mais ça ne vous dit pas, juste qu'on réfléchisse avec le budget que vous auriez pour mettre un jeu à autre chose. Là, ils ont dit, vas-y. Fais-toi plaisir, réfléchis. Et en fait, tout le monde a été très vite emballé et c'est devenu un peu un projet collectif. Donc, toutes les étapes que Margot a décrites dans Shifumi, on les fait sur ce genre de projet. Donc là, je vais juste un peu vous montrer des illustrations de comment ça s'est passé. Donc effectivement, on a commencé par regarder ce qui se passait. Donc là, vous voyez, il n'y a vraiment que de l'enrobé et il y avait 3 bancs. C'était un petit peu les événements de la cour. Et 2 pauvres jardinières, pauvres parce qu'il n'y a rien qui poussait dedans, vu qu'il y a que là qu'il y avait de la végétation. C'était tout de suite arraché. Et c'était aussi une demande des enseignants. Donc il y a une 40aine d'élèves, 2 enseignants, parce qu'en fait, le moment de la course, c'était plus un moment agréable. Les enfants, ils étaient toujours à aller chercher un petit peu les professeurs, ça se bagarrait un petit peu, etc. Et les instituteurs voyaient bien qu'ils
il fallait un petit peu accrocher, suivant tout ce que tu as pu dire au départ. Donc effectivement, il n'y avait vraiment que de l'enrobé. Et un petit préau qui était complètement encombré par des vélos et des poubelles, donc il n'y avait pas d'usage, ce qui est dommage, surtout à Ouessant. Pas qu'il pleut plus qu'ailleurs, mais quand même il pleut pas mal et il y a beaucoup de monde. Donc finalement, c'était le Covid, on s'en rappelle, on a les masques encore, et il n'y avait pas encore la démarche Shifumi. J'avoue que moi je ne savais pas trop par quelle boule prendre. Donc on a commencé, après avoir regardé les enfants dans la cour, par réfléchir avec eux. Quelque chose qui est important et qui a été dit avant, c'est qu'on s'est dit tout, l'équipe enseignante, moi, c'était aussi un support pédagogique, qu'il fallait que ça devienne un projet d'école. Et d'ailleurs, ça a été un projet d'école sur une année. Donc, on est parti. Donc, il y a une classe de maternelle et une classe de primaire. Donc, tous les niveaux de maternelle et l'autre classe, c'est tous les niveaux de primaire. On a commencé par essayer de se repérer sur un plan, essayer de mesurer la cour. Enfin, on a essayé aussi de développer, lors des ateliers, ces petites connaissances et ces compétences avec les enfants. Donc, ils ont commencé par à réfléchir, à nous expliquer, on a observé. Donc là, c'était différents ateliers qui avaient pour but à la fois de comprendre ce qui se passait, comprendre ce qui allait, comprendre ce qui allait pas, puis ensuite, on en a fait plusieurs, réfléchir avec eux, avec ce qui leur plairait, en essayant de leur expliquer, pas tout de suite, mais que avoir un toboggan ou une balançoire, ça allait tout de suite prendre beaucoup de place, et qu'il y avait peut-être d'autres manières de réfléchir avec eux. Donc on a finalement synthétisé, il y a eu pareil, il y a eu plein de plans, mais le plan de synthèse était un petit peu celui-ci. Tout ce qui était en gris, là, tout ça, c'était vraiment que de l'enrobé. On s'est dit qu'on avait envie d'avoir des copeaux, de l'herbe, beaucoup d'herbes. Ils étaient vraiment très très demandeurs de jardin, de cabanes, de désimperméabiliser un maximum. Pourquoi pas d'avoir des peintures, des parcours, ça partait dans tous les sens. Et aussi un jardin attenant dans lequel ils n'avaient pas le droit d'aller parce qu'il y a un endroit qui était dangereux, ils risquaient de tomber. Tout simplement de se dire aussi comment on fait pour se réapproprier ce jardin qui est là et qui existe. Donc ce plan-là, vous allez le voir, vraiment était la base. On n'a pas fait vraiment d'autres plans. Après, tout, vous allez voir, ça s'est fait un petit peu avec les services techniques et un petit peu in situ. On a eu un gros problème, c'est que à ce moment-là, quand même, là on a repris notre casquette un peu professionnelle, on a appelé les concessionnaires. Donc les concessionnaires, c'est ceux qui gèrent l'eau, l'électricité et le gaz, qui nous ont rappelé qu'il y avait une ligne haute tension qui traversait la cour d'école, ce qui tout de suite a un petit peu cassé nos envies de décrotage d'enrobé. On n'a pas pu faire grand-chose. Donc là, ce moment-là, ce plan, personnellement, c'est un petit peu le moment où j'ai perdu la maîtrise du projet. Parce que de le voir figé, de voir un plan, tout le monde s'est un petit peu emparé de ce projet dans la commune. Donc là, ce que je vais vous raconter, c'est pas du tout sur un an, c'est pas du tout une temporalité Shifumi. Toutes ces premières images dataient de 2021 et ça a été une machine un peu longue à lancer. Aussi parce que ça posait un peu des questions d'argent, de financement, etc. Du coup, la première année, l'été, il y a la secrétaire de mairie qui m'appelle et qui me dit « Marie, on faisait une commande de bancs et de poubelles pour le bourg. J'en ai profité, j'avais vu sur ton plan qu'il y avait des accroches vélo, que c'était bien pour dégager le préau, et puis qu'il n'y avait pas assez de bancs dans la cour. C'était vraiment les enfants, ils voulaient des endroits où s'asseoir, où s'isoler. J'ai commandé des bancs. Premier été, les enfants, ils rentrent, la rentrée de septembre d'après. Ils avaient de quoi poser leur vélo, c'est surutilisé maintenant, il y a même plus d'enfants qui viennent à vélo. Et surtout, ils avaient plein de bancs. Première étape, il y avait toujours beaucoup d'enrobés, mais il y avait déjà ça. Et puis, ils avaient énormément envie d'arbres, de végétaux. On a un énorme problème, la cour elle est en plein vent. Mais bon, il y a eu, donc effet d'opportunité sur les aménagements de cour, il y a eu une subvention pour planter un arbre de la laïcité. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et là, il y a le maire qui m'appelle, j'étais en vacances, qui fait « Marie, on peut planter un arbre. Qu'est-ce que t'en penses? Allons-y, plantons un arbre. » Et là, du coup, il y a une pépinière qui intervient aussi à Porspoder. Du coup, ils ont commandé un arbre, les enfants ont choisi. On s'est dit qu'il fallait tout de suite un arbre assez grand parce que ce serait le seul de la cour. Et les pépiniéristes, avec les services techniques, on pourra en reparler, mais ils sont très impliqués, qui ont fait un trou. On a planté un arbre. C'était juste avant la tempête Ciaran. Alors, il n'est pas mort, bon, il n'est pas en super état. Et enfin, nouvelle opportunité,
ouverture de subvention, l'école faisons-la ensemble. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Et tout d'un coup, tout ce qu'on avait un peu imaginé peut se financer. Donc là, les élus branle-bas de combat, on sort le dossier de subvention, il est accepté. Et là, tout se met en place. Donc pareil, hein, moi j'ai un peu perdu la main. On m'appelle de temps en temps, mais un jour, l'adjoint aux travaux et le maire m'appellent pour me dire que c'est bon, les services techniques, ils ont 15 jours pendant l'été, ils font le projet. Donc voilà, les services techniques ont déboulé dans la cour et ont commencé à faire le projet. Donc ils ont pris le plan qu'on avait fait ensemble et ils m'appelaient régulièrement. On discutait avec les professeurs qui étaient là et finalement ils se sont complètement réapproprié le projet. Donc on les voit là en train, on jongle un peu autour de la ligne haute tension, mais en train par exemple de décrouter tout un espace qui va permettre, vous allez le voir, de faire une fosse de copeaux. Mais là vraiment les services techniques étaient, on va dire, en autonomie sur ce projet. Ils avaient compris que les enfants, ils en avaient marre de l'enrobé, qu'ils avaient envie d'autre chose. Donc par exemple, sur une construction, ils avaient récupéré des pavés autobloquants. Ils ont fait un petit parcours de pavés autobloquants. Mais les enfants adorent, hein. Mais ça sortait, voilà. Donc là, on enlevait aussi de l'enrobé, ça va servir de fosse à copeaux. Ici, pareil, ça avait été complètement décrouté pour faire une petite pelouse. Donc c'est intégralement. Et donc là, quelques images du résultat. Donc, un des endroits qu'on avait réussi à décrouter, il y a, du coup, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Ouessant, mais il n'y a pas d'arbre à Ouessant. Du coup, problème. Et là, les parents se sont un peu mobilisés. On a fait une petite affiche qu'on a mise dans le bourg. Et là, il y a un papy et une mamie, dans des enfants de l'école, qui nous ont dit, en fait, nous, on a un arbre qui est en train de tomber. Si vous venez le chercher, il est à vous. Et du coup, il y a un père d'élève qui est élagueur. Il vient d'ailleurs. Qui était élagueur dans une autre vie, qui allait chercher l'arbre, qui l'a découpé, qui l'a posé là avec les services techniques. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé avec des bancs et des parcours pour les enfants. Donc ça, c'était l'inauguration de la cour. Là, donc ça, c'est la fosse à copeaux qui a été créée par les services techniques, avec, vous voyez ici, des troncs. Et les enfants qui maintenant sont vraiment énormément dans cet espace-là. Donc effectivement, il y a des copeaux partout, tout ça, mais ça plaît beaucoup et surtout, ça crée des différents sous-espaces. Alors ça, c'est pareil. Un jour, un des pères, donc les lagueurs, les professeurs l'ont rappelé pour lui dire quand même, tout est un peu trop saillant. On n'a jamais eu d'accident, mais on a un peu peur. Il est venu, il a par exemple fait quelque chose de très bête. À 4 coups de scie. Voilà, là, les enfants, ils passent des heures, il a dû en refaire d'autres. Là, quand même, donc cet aménagement a été fait, il manquait un aménagement un peu plus formel. Donc là, j'ai un peu repris ma casquette de paysagiste et de conceptrice pour appeler d'autres paysagistes qui ont fait un autre projet chiffonnier qui s'appelle l'Atelier Bivouac, et qui, contrairement à nous, à notre agence, eux construisent également. Et il y a une des grosses demandes, c'était de faire des cabanes. Donc, nos copains de Bivouac, c'est aussi un peu pour ça qu'ils sont venus, parce qu'on s'entend bien, sont venus. Et avec les enfants et dans la cour, on construit des cabanes. Donc il y a eu plusieurs étapes. Ils sont venus, ils ont travaillé avec les enfants, réfléchi avec les enfants. Donc là, on commençait à être un peu plus tard. On était déjà aux 3 ans plus tard, après le début de la réflexion. Donc les cabanes, elles ont complètement été construites avec les enfants. Au fur et à mesure, les enfants participaient et étaient là dans la cour. Donc il y a 2 cabanes qui ont été faites. Donc les voilà. Donc là, on voit un des espaces terminés. Un peu d'opportunité aussi. Voilà, on a refait un bout d'enrobé parce que du coup, ça c'était un petit peu défait. Donc ça, c'est une des cabanes. Ça, c'est des plots béton qui ont été récupérés, qui partaient à la déchetterie, qui servaient à tenir un bâtiment, qui ont été rabotés par les services techniques et rajoutés pour faire un autre parcours au milieu de l'espace. Et donc ça, c'est une des cabanes qui a été faite. Une autre cabane, donc ça, c'était vraiment une demande des enfants pour en faire la marchande. Depuis, à chaque récréation, il se vend des choses différentes dans cette cabane. Et c'est pas fini. Donc, on a commencé en 2021, la cour n'est toujours pas terminée.
Là, donc ça c'était il y a 2 semaines, il y a Constance Baudenez, bien connue en Sémur, qui est venue et qui est graphiste et architecte auparavant et qui travaille là avec les enfants, on la voit, pour venir peindre la cour. On ne peut pas le faire tout de suite parce que la mairie a engagé en parallèle des travaux pour refaire un peu les clôtures, resécuriser l'école, et du coup, dès que ça sera fini, on pourra venir peindre la cour et on va réussir aussi à récupérer tout ce jardin-là, parce qu'il y a des clôtures. Là, c'est quand même un peu technique, donc c'est une vraie, entre guillemets, entreprise qui va venir réaliser ça. Et donc là, on a quelques photos, donc toujours pareil, il a envie de faire avec les enfants, de réfléchir avec les enfants, puis de réaliser avec les enfants qui réfléchissent à comment on peint la cour. Donc ça, c'était le premier projet, c'était donc à Ouessant, donc toujours pas fini, comme je vous le disais. Donc au niveau budget, ça me semble intéressant, parce que finalement, avant l'heure, c'était une démarche Shifumi, ça aurait pu être une démarche Shifumi. On est environ, je compte pas les clôtures, le portail, qui sont des choses plus d'entretien global, on est environ à 30 000 € en matériaux, 30-40. Et surtout, mais ça c'est un sujet aussi sur Porspoder, beaucoup de temps des services techniques, beaucoup de débrouillardise des services techniques pour faire cette cour. Donc ça, c'était un premier projet. Et du coup, enchaînons, deuxième projet, là, un projet Shifumi sur la cour de Porspoder. Donc là, cadré dès le départ, ce qui n'était pas le cas de Ouessant, avec un temps, enfin avec tous les critères finalement que tu as donnés. Donc voilà un peu comment on a pu arriver. Donc ça, c'est la cour avant. Donc on voit quand même, donc il y a 2 cours à Porspoder, il y a la cour des grands et la cour des plus petits. Déjà une énorme chance, il y a de l'enrobé, mais il n'y avait pas que de l'enrobé. Il y avait des espaces plantés, mais qui n'étaient pas forcément complètement investis et totalement accessibles pour les enfants. Donc là, c'est pas moi qui m'en suis occupée, c'est à l'agence Clémentine et Nina qui ne sont pas là ce soir, ou plus là ce soir. Donc je me fais la porte-parole pour expliquer la démarche. Donc il y avait beaucoup d'espace, c'était une grande cour. Il y avait aussi un jeu, donc ça c'est important parce que vous voyez il y a un bout de toboggan qui va être récupéré dans la suite, dans l'image que tu as montré. C'était une transformation. Donc il y avait ce jeu là. Ce qu'on constate, c'est que quand il n'y a qu'un jeu, il polarise tout le monde veut y aller. Et donc du coup l'idée c'est aussi de pouvoir multiplier les usages. Et puis il y avait un sol souple complètement dégradé. Il y avait aussi, donc là c'est la moto, mais moi ce qui m'intéressait sur cette photo, c'est aussi le premier plan, c'est on voit dès qu'il se passe quelque chose, donc là il y a des rochers dans la cour de l'école du Spernoc, bah, tout de suite on voit c'est occupé, suroccupé, les enfants ils y vont, ils tournent autour, et du coup ça c'était assez intéressant à voir. Donc toujours pareil, il y a cette idée que nous on est là, on observe, on a évidemment des idées, mais l'intention de ces projets-là, c'est que les équipes pédagogiques et les enfants s'emparent du sujet, regardent leurs cours et fassent des propositions un petit peu. Donc, à Porspoder, comme à Ouessant et comme sur les autres projets Shifumi, on a travaillé avec les enfants, que ce soit pour comprendre leur espace ou pour réfléchir à ce qu'on allait y mettre. Donc effectivement, et comme tu le disais, il y a ce moment-là où on sent bien qu'il faut passer du plan à l'espace réel, et donc il y a toujours un travail un peu de préfiguration. Donc là, nous, en l'occurrence, c'était avec des craies et des petits plots, mais ça peut prendre différentes formes pour essayer de regarder dans l'espace qu'est-ce qui rentre et puis comment ça peut s'organiser. Donc là, on voit aussi les petits plots, regarder un petit peu comment les choses peuvent s'organiser. Ensuite, et ça a été aussi souligné, et c'est un gros travail, c'est de se dire, bon, on a 50 000 €, 50 000 € hors temps agent, mais du coup, il faut récupérer des matériaux, on ne peut pas se permettre trop d'en acheter. Donc il y a aussi finalement beaucoup de temps des équipes et des services techniques pour aller chercher des matériaux. Donc là, c'est aussi pour illustrer ce travail qui ne se voit pas forcément, mais qui est assez essentiel à la réussite, je pense, de ces projets-là. Tu en as un peu parlé. Et comme sur tous ces projets-là, il y a un moment, on arrive à un plan. Le but n'est pas d'avoir un plan complètement figé, ce n'est pas des plans techniques, mais c'est au contraire des plans où on essaie de regarder comment peuvent s'organiser les choses. Donc ici, il y avait plusieurs enjeux pour que vous voyez un petit peu ce qui s'est fait derrière. C'était effectivement désimperméabiliser, mais désimperméabiliser, il y avait déjà pas mal d'espaces verts, avec beaucoup de guillemets, mais il fallait garder ce que tu disais aussi, des espaces pour le sport,
qui était pas mal utilisé. Donc il y a quand même ces espaces-là qui ont été gardés. Il y avait l'envie d'avoir des espaces un peu à part la cabane. L'idée aussi un peu, vous le verrez, de cadrer le terrain de foot. Donc il y aura des petites clôtures, d'avoir des parcours. Donc regardez les endroits, il peut y avoir des parcours. Il y a un espace qui avait été identifié pour faire l'école dehors également. Et il y a aussi des contraintes qu'on essaie de transformer un peu. On a tout ici, il y avait une grande pente qui n'était pas utilisée, donc l'usage autour et l'accès était compliqué pour les enfants et qui a été un peu transformé dans ce projet-là. Donc ce projet-là, nous, contrairement à d'autres équipes, on ne réalise pas. Enfin, on n'est pas dans la réalisation de cabanes, etc. On est plutôt dans l'accompagnement, on va dire, chef d'orchestre de plein de choses. Donc il y a eu plusieurs interventions, il y a des plantations, donc ça pour le coup qui ont été gérées avec nous et avec les enfants. Et vous allez voir, il y a d'autres acteurs qu'on avait été chercher dans la commune et c'était important pour nous, aux environs très directs. Il y avait aussi du coup un menuisier, Clément, et un graphiste qui est venu peindre dans la cour, Erwan, qui ont travaillé avec les enfants pour réaliser cette cour. Donc ça, c'était grande aventure, les plantations dans la cour, avec tout ce que tu disais de respect et d'implication des enfants. Et ensuite, tous ces projets-là, c'est aussi beaucoup d'implication des personnes associées. Donc là, on voit tout le travail qui est, par exemple, j'ai déjà parlé des services techniques, mais là, réalisé par le graphiste Erwan, par Clémentine et Nina de l'agence qui ont passé beaucoup de temps aussi. Je crois que c'est une des clés, c'est le temps. Il faut que les équipes aient du temps à passer sur ces projets-là, parce que sinon, ça n'avance pas, et puis c'est plus compliqué. Toujours aussi cette idée de faire participer les enfants. Donc là, ils regardaient la peinture. C'était de la peinture qui tachait énormément. Et c'est vrai que contrairement à d'autres, on les a pas mis des pinceaux entre les mains, mais ça va être fait aussi. Là, c'est Clément qui venait expliquer son travail dans la cour, dans la classe de menuisier. Ça, c'est donc les services techniques et les équipes pédagogiques qui ont aménagé eux-mêmes toute une partie de cette école. Et là, on voit quelques images du résultat final. Donc le terrain de sport qui s'est transformé un peu en terrain d'aventure avec Erwan. Donc ça, c'est vrai que c'est très particulier. Il y avait l'idée de réutiliser le petit bout de toboggan existant. Du coup, Clément, il a travaillé, il a gardé la structure et retravaillé autour. Ce qui était peut-être une bêtise, je ne sais pas, mais en tout cas qui a impliqué de faire certifier le jeu. Ce qui était du coup quelque chose d'assez compliqué, mais en même temps, je crois que les enfants, je crois que les enfants, ils sont souvent attachés à avoir un toboggan, donc le jeu en relation dans la chandelle. Et derrière, on voit une cabane réalisée entre autres avec un tronc qui avait été récupéré par Clément. Et on voit toutes les petites astuces qui font aussi que c'est bien approprié et bien apprécié des enfants. Et là, la fameuse pente, la contrainte devenue un jeu, tout simplement. Mais pareil, du coup, qui implique un travail avec des organismes de certification. Et enfin, une cabane serre pour finir un petit peu cette présentation de ce projet de Porspoder. Où là, effectivement, pareil, donc le budget, c'était un budget de 50 000 € avec, donc du coup, tu calculais un certain temps des agents qui fait que oui, c'est court. C'est comme ça aussi qu'elle se fait. Si je peux, une seconde, juste, si je peux compléter juste une seconde, tu disais ça demande du temps de la part des concepteurs qui parfois sont aussi constructeurs, donc ce qui demande encore plus de temps. Sur les projets Shifumi, là où tout à l'heure je vous disais que souvent on est à 10% de la somme des travaux pour les prestataires en rémunération, là on est plutôt sur 30 000 € de rémunération et 20 000 de travaux, quoi. On est plutôt sur ces répartitions-là en moyenne que... Non, mais en moyenne, mais vous avez abordé les choses d'une autre façon parce que vous êtes associé après avec le menuisier et le graphiste. Il y en a d'autres qui les intègrent dès le début dans leur équipe, ce qui intègre dans le côté rémunération. En gros, si on a toutes les compétences, ça fait plutôt 30 000 et 20 000 de travaux, sans compter le temps de la régie. Mais voilà, on n'est vraiment pas dans mais c'est ça qui est bien aussi, le conventionnel. Julien, est-ce que tu nous entends? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Du coup, je vais réaliser un exercice un peu difficile parce que beaucoup de choses ont déjà été dites et en plus, je ne vois pas les réactions de l'auditoire. C'est très compliqué.
Mais du coup, bon, tu peux passer la diapo. Moi, je recycle un peu mon diapo de soutenance parce que j'ai eu ma soutenance fin septembre à l'Institut de géoarchitecture. Après 6 mois donc, de stage au CAE 75, donc le CAE, voilà, vous avez déjà eu un bel aperçu de ce que c'était. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser à mon stage aussi sur ce qui a été raconté. Donc je vais essayer aussi de rendre un peu une analyse un peu critique, enfin en tout cas un œil un peu extérieur sur le contexte parisien qui a beaucoup d'intérêt dans le sens où c'est un environnement urbain assez intense, enfin que je qualifie intense et très minéral aussi, et notamment sur les cours oasis où on a des petits espaces qui ont été un peu présentés au début. Et voilà, moi j'ai choisi de problématiser pendant mon stage sur la question de reconnexion à la nature. Je trouvais que c'était un terme très fort, reconnexion à la nature, et c'est aussi personnellement ce que je recherchais à Paris. Je me suis engagé en urbanisme aussi pour essayer de retrouver des espaces de nature, aménager des parcs, et les cours oasis c'était l'occasion de savoir si c'était possible. Et on verra donc à la suite de ma présentation si effectivement la réponse est positive. Donc j'ai choisi comme sous-titre entre adaptation climatique et transition pédagogique autour de la nature. Il y a déjà une ambivalence entre du coup le projet politique qui s'est plutôt axé sur le climat, donc plutôt sur les îlots de chaleur urbains, c'est-à-dire voilà le phénomène, on va dire un peu le phénomène. Bon, c'est pas vraiment un phénomène naturel, on va dire le phénomène urbain, qui est que la ville surchauffe en fait la nuit. Elle ne va pas réussir à diminuer sa température, donc la chaleur va de jour en jour s'accumuler et en fait c'est des espaces minéraux, c'est des bâtiments, c'est des espaces qui sont asphaltés, qui vont rayonner, retransmettre cette chaleur, exactement. Et du coup, je voulais aussi montrer que c'était avant tout aussi un projet pédagogique qui a été un peu manqué à Paris au début et qui a bien évolué quand même au fur et à mesure des années. Et enfin, autour de la nature, c'était pour dire qu'en fait, j'avais l'impression qu'on tournait autour de la nature sans vraiment rentrer dedans, sans vraiment être immergé dedans. Voilà, tu peux passer la troisième. Donc moi, j'avais beaucoup aimé, pour mes premiers ateliers, la chargée de mission Oasis, pendant un atelier de concertation, avait demandé aux professeurs de nous raconter un peu leurs souvenirs d'école, leurs souvenirs de cours d'école. Et voilà, je voulais illustrer par cette photo, donc maintenant cette cour a été aménagée en cour Oasis. Mais voilà, il n'y a pas de surprise, on a tous vécu déjà ça. Et voilà, il y a aussi ce constat que beaucoup de cours d'école, même encore aujourd'hui, sont réalisés par les services de la voirie. Donc on laisse imaginer le projet d'aménagement et l'ambition derrière ce choix politique et ce choix technique. Donc on voit effectivement que la place centrale est plutôt du football, effectivement, que c'est très minéral. Il faut savoir qu'à cette école, et c'est le cas de beaucoup d'écoles à Paris, elle jouxte le périphérique parisien. Donc la qualité de l'air, j'ai regardé les données, s'améliore d'année en année, mais reste quand même très, très dégradée. Et on se dit, voilà, on est dans une école avec des publics assez sensibles que sont les enfants. Cette pollution aérienne à Paris est vraiment réelle, et d'autant plus qu'elle est aussi dans le sol, parce que les sols pollués empêchent parfois comme c'est le cas pour cette école, empêchent parfois de désimperméabiliser, ce qui est un enjeu pourtant du projet Oasis. Donc normalement on a 50% de désimperméabilisation obligatoire pour que ce soit une cour Oasis. Sur cette école, ce n'est pas possible parce que les sols sont pollués. Et alors il y a des arguments parfois qui disent que oui, mais si on désimperméabilise, les sols vont gonfler, donc ça va abîmer aussi les façades. Il y a aussi l'argument qu'en fait on n'a pas le droit parce que les sols sont pollués. Donc voilà, ce retour à la nature, il est un peu biaisé sur l'environnement parisien. Mais tu peux passer la diapo suivante. Donc cette cour a quand même été aménagée. Et on voit donc, je vais vous montrer un peu plus tard, l'ambition du projet. On voit déjà que des arbres ont été plantés, que des marquages ont été réalisés, et on voit des structures en bois, voilà, de la végétation qui a été aménagée. Tu peux passer la suivante. Voilà, donc là c'est vraiment une photo vraiment très vitrine de cette cour d'école qui a été aménagée, donc qu'on a vu tout à l'heure. On a effectivement une végétation luxuriante qui a bien poussé, avec beaucoup de végétation même spontanée qui arrive, des jeux en bois, des jeux de grimpe, avec toujours effectivement ce but de foot qui rappelle que le sport est quand même assez essentiel, notamment dans les écoles élémentaires. Et voilà, je me suis posé la question sur cette reconnexion possible
en me demandant aussi est-ce que les enfants parisiens qui grandissent à Paris se sont vraiment connectés un jour, et même questionner cette reconnexion, est-ce que c'est pas plutôt une connexion, une première connexion à la nature. Tu peux passer à la suivante. Donc sur l'environnement parisien, les cours Oasis ont commencé à être aménagés aux alentours des années 2018. On est aujourd'hui à 150 cours et le projet c'est d'en faire 750. Donc c'est un maillage qui va être très très dense à terme, donc peut-être dans 30-40 ans ce sera fini. En tout cas, ce sont que les écoles publiques, parce que les écoles privées ont des projets d'aménagement, s'il y en a, complètement différents avec d'autres partenaires. Donc le CIE de Paris va vraiment accompagner le projet en amont avec donc, de la co-conception avec les enfants, pas seulement de la concertation. Voilà, il y a vraiment un accent à mettre sur la participation des enfants, la co-conception aussi avec les parents, avec les équipes enseignantes, ce qui fait en fait un projet vraiment commun. Et notamment, le CIE va faire des ateliers de diagnostic des cours, comme on en a parlé, va faire aussi des propositions d'aménagement avec les enfants jusqu'à un plan. Et ce plan va être transmis au service technique, donc la section locale d'architecture, il y en a un par arrondissement, qui va effectuer des mesures, voilà, des budgétisations, puis les travaux. Et en général, donc c'est plutôt l'été, pendant les vacances d'été, que les travaux se réalisent. Et les plantations de végétation sont plutôt en hiver, voilà, pendant les vacances d'hiver, qui peut passer. Donc sur la pédagogie, voilà, il y a vraiment un objectif de sensibilisation. Donc l'enjeu principal, ça va être le retour de la végétation et de l'eau, mais aussi de l'ombre, parce qu'il y a des périodes de canicule à Paris qui ont parfois empêché les enfants d'accéder à la cour. Et sur cet enjeu d'îlot de chaleur. Donc, c'était le projet politique de base à Paris, c'était de créer donc, des îlots de fraîcheur pour un équipement en fait, de ville. Un équipement qui est accessible aussi, par exemple, le week-end pour certaines cours d'école, pour tous les publics. Donc c'était réaménagé aussi pour aménager la ville dans un sens plus global. Et ça m'a posé la question, est-ce que vraiment les cours d'école étaient le bon espace pour aménager ce genre en fait, que j'ai appelé équipement métropolitain presque, parce qu'il y avait un discours politique et technique qui était... Voilà, il faut faire une cour comme capitale du quartier qui profite à tous. Alors voilà, on oubliait un peu le sens aussi de l'école, qui est un lieu d'apprentissage, qui est un lieu vraiment réservé aux enfants, là où la ville, notamment à Paris, a été quand même bien dégradée pour la qualité de vie et le mode de vie des enfants. En tout cas, ce retour était plutôt positif, mais les concepts qui étaient utilisés, et notamment le concept Oasis, qui implique en fait que autour de l'oasis, l'environnement est plutôt inhospitalier. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on voit encore aujourd'hui à Paris avec les voitures, avec la chaleur, et en fait un espace qui n'est pas vraiment ludique, qui n'est pas vraiment approprié pour des enfants, voire il y a certaines peurs des parents où il y a de l'insécurité. Voilà. Donc on va passer. Donc voilà, rapidement sur un peu mes missions, effectivement j'ai accompagné tous les ateliers qui allaient de la sensibilisation au diagnostic jusqu'à l'exposition pour les parents et les autres élèves. Il faut savoir que les ateliers n'étaient pas accessibles à tous les enfants, c'était des sortes de délégués, on appelait ça des enfants ambassadeurs, donc 2 par classe qui participaient aux ateliers et qui aboutissaient à ce genre de plan. Donc ça c'est une proposition pour une école dans le 5e arrondissement. C'est une école qui devait réunir ces 2 cours pour devenir une école polyvalente, donc une école maternelle et une école élémentaire, et que pour que les enfants puissent jouer tous ensemble dans un environnement plus sain, plus végétal, plus ludique, donc avec toutes sortes d'aménagements, de désimperméabilisation, de zones d'ombre, voilà. Cette école en particulier, elle a été intéressante aussi parce que c'était pour moi la première fois que j'avais un contact avec les enfants, que j'en avais jamais eu, et c'était un apprentissage pour moi, c'est très intéressant de découvrir cet univers-là. Voilà, tu peux passer la prochaine. Sur cette école, donc c'est l'école que je vous ai présentée en introduction. C'était pour montrer que c'était aussi très intéressant pour les enfants de sortir de l'école. Et en fait, ces maternelles ont eu la chance de visiter l'école des élémentaires qui avait été déjà aménagée. Et en fait, on a amené aussi les parents dans l'école pour leur montrer comment les enfants pouvaient s'approprier, parce qu'il y a beaucoup de peur autour de l'hygiène, effectivement, il ne faut pas salir, il ne faut pas abîmer ses vêtements, mais aussi du risque. Là, c'était des enfants de maternelle qui jouaient sur des jeux d'élémentaires, et en fait, on leur montrait que ça se passait bien, que voilà, il y avait un accès à la végétation, qu'ils étaient vraiment épanouis.
Et en fait, ça permet aussi d'éteindre certaines craintes et de faire vivre le projet grâce aux enfants, et c'était vraiment intéressant et ludique aussi pour les enfants. Voilà, donc là après il y a des images aussi d'ateliers de co-conception avec des collages photos et des visites avec ma collègue. Tu peux passer. Donc voilà, sur la conclusion de la nature à Paris en fait de manière plus globale, moi ça m'a posé beaucoup de questions et je me suis rendu compte que la cour d'école n'était pas forcément vouée à accueillir une nature comme on l'espère, pour se reconnecter, pour s'immerger dans la nature. Moi, j'ai déterminé qu'effectivement, être immergé dans la nature, c'est avoir des sensations, mais c'est aussi s'émerveiller. Et moi, ce que j'ai trouvé, ce qui manquait dans les cours Oasis, c'est l'émerveillement, en fait, devant la nature. On a des éléments plus naturels, ou plus biosourcés, mais ça reste des éléments plutôt inertes, peu de vivants à part la végétation. Et ce contact avec la nature, pour moi, cette reconnexion, elle passe par le contact avec le vivant, le contact, enfin, en tout cas, la sensation, peut-être même des phénomènes psychologiques de l'émerveillement, qui sont aussi vecteurs d'apprentissage pour les enfants, et notamment d'apprentissage sociaux, sensationnels. Voilà, donc il y a des éléments, je trouvais, qui manquent, malgré l'ambition, effectivement, l'ambition bon, déjà politique et l'ambition maintenant pédagogique, parce qu'il y a une évolution quand même positive à ce niveau-là, avec le CAE notamment. Des éléments qu'on retrouve dans la nature, qu'on ne peut pas transposer à Paris, du fait de l'environnement urbain évidemment, du fait du flux, de l'intensité, d'une vie en fait qui ne correspond pas à ce contact avec la nature. Voilà. Pourtant, voilà, l'inspection générale de la ville de Paris conclut quand même qu'en 2023, elle a fait des études sur les cours Oasis, conclut que le bien-être des enfants, le confort thermique des enfants est amélioré, mais pour autant, l'objectif d'îlot de fraîcheur, en tout cas à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, n'était pas vraiment rempli. Donc peut-être qu'on attend encore un maillage plus dense des cours Oasis, mais on va plutôt maintenant se fixer l'objectif de la pédagogie, de l'apprentissage et des sensations autour de la nature grâce à ces cours Oasis, plutôt que cet enjeu métropolitain de bien-être en fait des populations, des bien-être des citadins, et un enjeu en fait qui va dépasser l'intérêt des enfants. Et c'est ce que j'ai trouvé, peut-être d'oublier un peu les enfants dans ce projet-là. Peut-être c'était dommage au début. J'espère que ça reviendra en force et que grâce au CAE et la co-conception, ce sera encore plus prenant dans les années à venir. Voilà, j'ai essayé de faire court et bravo. Je vous remercie. C'était efficace. Merci. Bon, bah merci à tous les quatre. Je pense que ça nous donne un bon panorama et de la problématique et des réponses qui sont en train d'être apportées. Je trouvais intéressant d'avoir cet éclairage aussi parisien, finalement, entre Ouessant et Paris. On sent que les méthodes sont quand même drôlement différentes. Les moyens et pourtant, là-bas, ils ont 15 fois le budget, et pour un résultat qui, en fait, est presque assez contestable. En tout cas, si la transformation de la cour d'école était d'abord à visée pédagogique, et on voit bien que là-bas, effectivement, la commande politique, elle est tout autre, et que ça conduit à autre chose que ce qui se passe ici. Comme quoi, on est bien Finistère. C'est la seule conclusion. Est-ce que dans le public, est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce sujet? Est-ce que vous avez envie de poser des questions ou de témoigner sur des expériences que vous auriez eues ou vous aussi? Je crois que le fil est passé. J'ai une question pour Julien Carré qui vient de parler des cours Oasis à Paris. Puisque c'est un budget municipal et une volonté politique de la ville de Paris de créer des îlots de fraîcheur, etc. Et ils avaient apparemment manifesté l'envie de créer un maillage sur le territoire qui soit profitable à tout le monde. Puisque les écoles appartiennent à la ville de Paris, est-ce qu'il n'est pas envisagé par la commune d'ouvrir ces écoles le week-end, par exemple, ou en dehors des heures de classe, pour que la population en profite? Parce que là, c'est un peu happy few. C'est-à-dire que si l'objectif n'est pas atteint, c'est notamment parce que ce n'est pas ouvert. Alors sur la première question qui était liée au budget, je crois, en tout cas oui, c'est des finances publiques, on a des subventions européennes qui ont suivi les premiers projets pendant 3 ans, donc les subventions du FEDER, qui ont en fait permis d'aménager des cours vraiment ambitieuses, donc à plus d'1 million d'euros parfois. Donc là, on a vraiment des structures de jeu, c'est clairement en fait des squares, c'est très paysager, il y a vraiment un côté esthétique aussi. Ces écoles effectivement appartiennent à la ville de Paris et sont pour certaines d'entre elles ouvertes le week-end, ce qui
demande quand même un gardiennage supplémentaire, ce qui demande aux agents d'entretien un travail supplémentaire, et ce qui est difficile aussi à faire comprendre et à trouver, parce qu'il y a des personnes qui ont quitté leur poste d'agent d'entretien en disant qu'en fait, ils ne voulaient pas travailler dans une cour Asis parce que ça allait demander trop de travail. Donc il y a le CAE qui essaie aussi de nuancer en disant que le travail va évoluer, par exemple sur le ramassage des feuilles, il n'y aura pas forcément de ramassage dans les copeaux, donc ça va diminuer. Mais changer des pratiques, par exemple, d'entretien, ça va demander beaucoup de problèmes et beaucoup de réticences. Par exemple, des agents d'entretien qui vont bosser depuis 10-15 ans dans la même cour, ils ont leurs habitudes. Aujourd'hui, les financements, moi j'ai eu l'impression que ça baissait quand même pas mal. Il y a des cours, il y a moins de cours qui sont faits par an. Normalement, c'est à peu près 30 par an, je crois. Donc ça diminue un peu. En tout cas, les financements sont exclusivement publics. Oui, c'est des marchés de la ville de Paris, en fait. Pour compléter, en fait, les écoles sur la... Pour compléter, en fait, il faut savoir que les écoles sur la ville de Paris, en fait, sont pratiquement toutes ouvertes le soir. En fait, elles accueillent les cours du soir de la ville de Paris. Hein. Elles sont quand même des initiatives, en fait, très positives pour cette ville-là. On va apprendre des langues, on va faire de la poterie, en fait. Et c'est pourquoi il y a toujours, effectivement, dans la plupart des écoles, des gardiens, effectivement, pour s'occuper des écoles. Donc, on peut dire que les cours peuvent être utilisés par d'autres usagers que des enfants. Hein, si on prend l'exemple du regroupement à l'extérieur, ça peut être le cas. Et qu'il y a une densité des écoles à Paris. En fait, c'est sûr, quand on parle effectivement d'essayer de trouver l'endroit où mettre des végétaux, effectivement, les cours d'école, c'est super parce qu'il y a pratiquement une école toutes les 3 rues à Paris. C'est vu la densité de population. C'est vrai que ça paraît fou. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait à ce point des centaines et des centaines d'écoles. Quand on dit qu'on en fait... Julien, tu disais que il y en avait déjà 100, 150 qui étaient faites et que donc dans 20 ans on aurait fini. C'est pareil. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Vous trouvez que la soirée était déjà assez longue pour ça? Moi, je voulais poser une question. Parfois, j'ai un point de vue assez décousu parce que j'habitais petite dans une ville très rurale où, de mon point de vue d'enfant, on avait une cour de récré qui faisait au moins 30 hectares où du coup, c'était une forêt. Enfin, j'avais vraiment cette chance-là où on avait des salamandres. Je me souviens un de mes souvenirs de cours d'école, c'est que j'avais fait une collection de chenilles dans ma trousse en CM1, ce qui avait beaucoup plu à mon professeur à l'époque. Et où le stade de foot était en fond de cours de récré. Et maintenant que je suis maman, je remarque effectivement cette place-là des garçons dans la cour d'école, qui n'est pas forcément vraie, je trouve, en maternelle, où les filles et les garçons sont assez mélangés, et où en primaire, dès qu'on ne fait pas de foot, moi j'ai que des garçons et ils sont vraiment isolés, où les instits sont un peu dans l'obligation de mettre des choses en place comme le banc de l'amitié, où ils se retrouvent sur un pauvre banc, genre on ne sait pas quoi faire. Et moi j'ai aucun souvenir enfant d'avoir un banc de l'amitié, même parce qu'on avait toujours quelque chose à faire en fait. Et ça m'attriste beaucoup de voir ces cours complètement bitumés, où effectivement le pauvre mètre carré en RD est plus ou moins interdit aux enfants arrivés en hiver, parce qu'après ça salit complètement les salles de classe et tout ça, et où ils ne sont pas du tout investis, même par les enfants. Il n'y a rien, à part 3 carrés de potager où il ne faut pas trop aller y toucher, parce que les instituts les utilisent pour... ce qui est très bien, hein, mais pour montrer aux enfants que quand on plante une graine, ça pousse. Et comme c'est c'est pas du tout végétalisé ailleurs, en fait ça pousse pas beaucoup, donc si on va trop y toucher, ça fait mourir immédiatement les 3 pauvres graines qu'on a pu réussir à planter. Et donc ma question c'est, ici en Finistère, comment est-ce qu'une école, parce que je fais aussi partie du conseil d'école en tant que maman, comment une école peut demander à participer au projet Chifouni, et est-ce que c'est vraiment la ville du coup qui investit ces 50 000 €? Et parce que voilà, donc dans l'école maternelle de mon fils, il y avait une pauvre structure qui est restée inaccessible pendant 4 ans parce qu'ils n'avaient pas le budget pour la réparer et qu'elle était en mauvais état et donc dangereuse pour les enfants. Donc je me dis, mais même
50 000 €, c'est un gros budget pour des communes dans le Finistère. Où est-ce qu'ils trouvent cet argent-là et comment essayer, nous, à notre échelle, de motiver les écoles à pouvoir y participer, quoi. Enfin, voilà. Alors effectivement, dans le cadre du programme Shifumi, qui est donc dans le cadre de notre mission d'accompagnement des collectivités, c'est les collectivités qui doivent venir activer le CAUE pour les accompagner sur ce sujet-là. On a eu néanmoins beaucoup de sollicitations de la part d'équipes enseignantes ou même d'associations de parents d'élèves. Ils nous disaient comment est-ce qu'on peut faire et en fait, il faut forcément remettre les élus dans la boucle. Et d'ailleurs, on demande un engagement de la collectivité, mais on demande aussi un engagement de la collectivité accompagné de l'équipe enseignante. Et on rencontre toujours l'équipe enseignante, le périscolaire, souvent les parents aussi, pour vérifier que tout le monde est partant pour que le projet puisse bien se faire. S'il y a quelqu'un qui freine dans toutes ces parties prenantes-là, le projet va être difficile à faire, voire impossible. Et donc on demande un accord conjoint. Mais c'est forcément la commune qui est propriétaire des lieux qui va financer la transformation de la cour. Alors il y a des cas où les associations de parents d'élèves parfois transforment une partie de la cour, achètent une structure, voilà, mais je pense que sur des transformations de l'intégralité de l'espace comme ça, donc sur le budget en tout cas de Shifumi, qui est pas le seul budget, mais qui est de 50 000 €, ça, c'est pas une association de parents d'élèves qui va forcément porter ça. En tout cas, on n'a pas eu ce cas-là. Et il faudrait de toute façon que les élus soient d'accord. Concernant la question du financement, effectivement, c'est les communes qui mettent cet argent-là. Il y a certaines communes qui les ont et qui les mettent sur fonds propres. Il y en a d'autres qui vont chercher des financements, des subventions. Guillers-sur-Goyen, par exemple, a réussi à financer 40 000 sur les 50 000 avec des fonds départementaux et régionaux, donc en allant chercher des subventions. Voilà. Il y a aussi, on est sur une piste avec l'agence de l'eau qui n'avait pas bien compris ce qu'on fabriquait avec Shifumi au démarrage, mais parce que c'est quand même une façon de fonctionner un peu différente et qui sera en capacité de financer une partie des travaux qui sont liés notamment à la désimperméabilisation et au fait qu'il y ait une partie des eaux pluviales qui soit infiltrée en direct sur la parcelle et qui est aussi en mesure de financer un peu de maîtrise d'œuvre qui va avec et l'engagement des services techniques. Donc là, on est en train de travailler avec l'agence de l'eau sur ces fonds-là, qui sont en fait le fonds vert qui est redistribué par là. Il y avait aussi des fonds européens, alors on l'a évoqué sur les cours Oasis, des fonds européens qui étaient fléchés sur la transformation des cours d'école et qui passent par la région, mais qui ont pris forme d'un appel à projet qui correspond pas forcément aux toutes petites collectivités. Donc voilà, mais il y a quand même ces pistes-là. Il faut rester attentif aux subventions qui passent. Il y avait l'école Faisons-la ensemble qu'on a évoqué notamment sur Ouessant. Et en fait, ça c'était la mine d'or. Tout le monde voulait déposer des dossiers. Il n'y a plus d'argent du tout. Alors ça reviendra peut-être, mais là c'est sûr que tout le monde reçoit des refus en ce moment. Mais ça a pu financer et ça aurait pu financer une partie de Shifumi, comme ça a financé à Ouessant. Donc voilà, il y a plein de pistes, mais en tout cas, ce qui est vraiment important, c'est que toutes les parties prenantes soient partantes pour faire le projet ensemble. Moi, je veux bien juste ajouter quelque chose sur les bandes d'amitié et le foot. Déjà, hyper rapidement, mais parce que sur l'école d'Ouessant, du coup, on a du recul par rapport à tout ça. Donc déjà, c'est au départ, sur le diagnostic, qu'effectivement, le foot, il prend énormément de place, qu'à Ouessant, en plus, du coup, ça va de 2 ans et demi à 10 ans. Donc quand ceux de 10 ans, ils jouent au foot, ceux de 2 ans et demi sont un peu en perdition pour traverser la cour. Et bien en fait, nous, on n'a rien voulu dire, on a écouté les enfants et c'est eux-mêmes qui nous ont dit ça. Mais les grands de 10 ans qui jouent au foot, qui nous disaient non, mais en fait, on joue au foot, mais du coup, les petites 2 ans et demi, ils ne peuvent pas traverser la cour, c'est nul. Il faut qu'on change ça. Donc déjà, c'est hyper rassurant. Ah non, bah ouais, mais non. Et nous, en fait, c'est les enfants qui nous ont apporté les solutions. Rien qu'en discutant avec eux, ils nous ont dit, bah là, on pourrait mettre tel espace, des bancs, etc. Donc voilà, déjà, écoutons les enfants, parce qu'ils ont plein d'idées. Après, ils font des collections d'escargots, par exemple, cloportes. Et du coup, en les écoutant, eux-mêmes sur les constats, bah nous, ça nous a énormément guidés à dessiner l'espace, parce qu'en fait, en posant les constats,
juste après, ils nous donnaient la solution eux-mêmes. Et en fait, elle était sûrement meilleure que ce que nous on aurait pu amener parce qu'eux, ils la vivent au quotidien à leur cours. Donc ça, c'était au début. Et après, là, on commence à avoir du recul, donc peut-être plus que la première édition Shifumi. Et du coup, on en reparlait là, à l'occasion de la venue de la graphiste Constance. Et on demandait aux 2 professeurs des écoles. Donc c'est intéressant, parce que c'est les mêmes enfants. En fait, ils sont un peu captifs, hein, donc ils restent là. Donc on n'a pas changé d'enfant. On a les mêmes professeurs, donc on n'a pas changé de professeur. On a juste changé le contexte. Et le retour des enfants, des parents, qui sont aussi les mêmes, à peu de choses près, et des 2 professeurs, c'est que ça a transformé le moment de vie dans la cour. Déjà, ils ne voient plus les enfants pendant la cour, qui avant n'arrêtaient pas d'aller les voir pour dire qui se voilà, machin, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Non, parce qu'en fait, chacun a trouvé sa place. Ceux qui ont envie d'être au calme, ils se mettent au calme. Ceux qui ont envie de jouer, ils jouent, etc. Au contraire, les professeurs, ils ont plutôt ramené des jeux. Ils n'ont pas interdit le ballon. Ils avaient interdit le ballon. Ils ont remis le ballon dans la cour. Donc, voilà, ça c'est juste. C'est vraiment, pour l'instant, que du positif. Et, parce qu'on a eu une mauvaise expérience à Porspoder le premier jour, un des éléments n'a pas fonctionné, on a eu des blessés, enfin voilà, donc le jeu a été enlevé tout de suite. C'est ça aussi, hein, des fois on fait des tests, ça marche pas. Tous les autres, ça s'est bien passé. Et pareil, sur Ouessant, il n'y a rien eu, enfin il y a même plutôt moins de blessés. Parce qu'avant, ils s'explosaient sur l'enrobé, c'est dur. Alors que là, ils jouent différemment, ils sont plus apaisés, et voilà, donc on se salue peut-être plus, mais en déchirant les jeans, et il y a quand même vraiment une meilleure ambiance. Donc ça, c'est voilà, pour répondre aussi à la première question. Ça vaut le coup. On va compléter tous les deux. Nous, les retours unanimes qu'on a sur des cours d'école transformés, qui passent souvent par donc une diversification des usages possibles, et aussi le fait de diviser la cour en plusieurs sous-espaces, alors qui ne seront pas forcément affectés de façon très rigide à un usage en particulier, mais qui permettent aux enfants de se répartir dans plein de petits endroits qui vont être un jour calme, un jour l'objet d'un jeu particulier. Voilà, ça apaise complètement les cours. Il y a, comme tu disais, hein, les enseignants ont aussi ce retour-là que les enfants se débrouillent par petits groupes et vont être moins... Et la cour va être moins sujette au conflit quand on travaille comme ça sur une diversité d'usages. Et après, sur la question du foot, alors il y a plein de solutions et il y a des cours transformés dans lesquels les enseignants continuent d'avoir des roulements comme ça. Alors sur le foot, les grands, puis les plus petits, puis des moments où c'est forcément mixte. Voilà, ça aussi, ça permet d'expérimenter des choses. Il y a aussi des roulements sur certaines structures, hein, où il y a eu des troncs dans des troncs qui sont trop populaires, posés dans des bacs de copeaux, et du coup il faut faire un roulement aussi entre les classes voilà, pour les utiliser. Et en fait, sur la question du foot, il y a eu des positions, par exemple, la ville de Bordeaux a décidé de refaire toutes ses cours d'école et d'enlever tous les terrains de foot. Plus de foot, et comme ça règle le sujet du foot. Nous, sur les cours qu'on a accompagnés, on a plutôt vu des manières variées de cadrer le foot, de réduire, parce qu'on n'a pas besoin d'un terrain olympique dans une cour d'école, et de se dire de réduire les dimensions, de cadrer de façon à ce que le ballon puisse plus sortir et aller dans la tête de ceux qui sont de part et d'autre, et aussi la réduction de la taille des buts de foot. Ça permet aussi d'apaiser le jeu, parce qu'il faut viser, et du coup ça devient tout de suite plus mixte en termes d'âge et aussi en termes de genre, parce qu'en fait il n'y a plus 3 petits footeux qui envoient le ballon très très fort, mais il faut justement être plus stratégique, viser le but. Donc voilà, il y a plein de stratégies qui permettent d'apaiser ces usages-là sur la cour. Sans aucun aménagement, effectivement, l'intervention pédagogique elle est intéressante. Hein. Donc c'est une des solutions, effectivement, de considérer que le foot n'a pas sa place tout le temps en cours de récréation. Mais avant d'arriver là, effectivement, on peut aussi apprendre aux enfants à jouer à autre chose qu'au football. En cours de PS, on peut effectivement faire toute la série d'autres jeux de collectif, hein, qui plairont peut-être aussi à d'autres enfants que ceux qui sont très, très footeux. Et puis on peut revoir aussi tous les jeux traditionnels, j'en parlais tout à l'heure des jeux de contrôle comme 1, 2, 3 soleil. Hein. Et sur ma diapo d'introduction, hein, effectivement, il y avait un projet que j'avais mené sur ma classe à partir du tableau de Bruegel l'Ancien, sur tous les jeux en fait, qui se pratiquaient au Moyen-Âge. Hein.
Et donc on avait appris en fait à jouer à tous les jeux qu'on pouvait faire sur le cours de récréation en fait autre. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que après ce travail-là, ils reproduisaient des jeux qui étaient appris en fait sur le temps scolaire. Merci pour tous ces arguments. Ils ont plein de choses à dire. Je voudrais compléter parce qu'il se trouve que je suis élu à Pont-Scolaire et qu'on était à l'initiative avec 2-3 élus pour convaincre le conseil municipal. Donc peut-être ça va répondre à une des questions que vous aviez. Une petite remarque de calendrier. Dans un an, tous les conseils municipaux sont très très intéressés d'être réélus. Et c'est pas du tout une blague. Dans un an, il faudra avoir convaincu les gens, avoir réfléchi en amont avec les parents d'élèves, aller expliquer aux élus tout l'intérêt de ces Shifumi ou d'autres projets de ce type-là. Parce que les parents d'élèves, assez souvent, ont l'impression de ne pas être entendus, parce que dans les conseils municipaux, il y a des retraités qui sont déconnectés, etc. En tout cas, dans les petites communes, c'est assez vrai, parce que c'est des gens qui n'en font pas leur métier, donc les actifs ne peuvent pas s'investir. Et il sera exactement le temps de voir les gens, de leur expliquer qu'il y a une volonté collective. Il faut d'abord en parler entre parents d'élèves, et en parler avec aussi les agents municipaux des services scolaires qui s'occupent des enfants sur à peu près, entre la garderie le soir et le temps du midi, 3 fois plus de temps à l'extérieur que les enseignants dans la cour d'école. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir avec eux, leur demander leur avis, est-ce qu'ils ont des idées qui puissent être portées par les parents d'élèves, parce que ça va être un sujet évidemment demandable. Quand on engage 50 000 €, parfois c'est assez peu pour une commune, parfois c'est énorme. Et donc pour convaincre les élus, il faut que les arguments soient déjà un peu affectés. Donc si les services périscolaires sont de votre côté, vous êtes gagnants un peu sûr. Et puis c'est l'occasion de décrisper les relations avec des fois les mairies. C'est-à-dire qu'on sait bien que quand on voit les conseils d'école, souvent à l'heure du jour apparaît travaux et rénovation. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des bâtiments qui sont utilisés au quotidien, qui sont parfois anciens, il y a des travaux à engager. Et malheureusement, effectivement, souvent, une grosse partie de l'ordre du jour des conseils d'école est consacrée à comment ça se fait que la peinture n'ait pas été refaite ou que le robinet n'ait pas été changé en fait, sur les toilettes. Il faut du temps pour tout, effectivement, il faut qu'il y ait des votes au conseil municipal, il y a des contraintes. Mais ça, tout le monde ne le comprend pas. Et de partir sur un projet commun qui met tout le monde ensemble sur quelque chose de positif, en fait, ça permet d'améliorer le climat scolaire au-delà des élèves, c'est également avec les parents et puis les collectivités. Pour appuyer ce que tu viens de dire, je pense que ces projets-là où on travaille, tout le monde travaille main dans la main, alors on parle de concertation, de co-conception, mais en tout cas l'idée c'est de se mettre tous ensemble autour de la table, tous les acteurs de la cour d'école, les paysagistes concepteurs, les personnes qui vont construire. Et en fait, moi je crois vraiment à la capacité de ces projets-là à apaiser aussi, à passer du temps ensemble, à faire ensemble, à prendre des décisions, à ce que ce soit les services techniques qui en réalisent une partie et qui vont être là à l'entretien derrière, à ce que les élus participent d'une certaine manière, à ce que ce projet il soit compris par tout le monde et non pas dévoilé à la dernière minute. Ça apaise énormément les relations dans les mairies. J'ai eu un témoignage là, il y a 15 jours du maire de Guillers-sur-Goyen qui nous a dit, avant, quand je croyais les enfants dans la commune, il m'appelait le méchant maire. Parce qu'en fait, avec les autres élus, avec le conseil municipal, ils avaient décidé à un moment de couper un arbre dans la cour d'école, qui était l'arbre de la cour d'école, parce qu'il était en mauvais état. Et en fait, il n'y avait pas eu vraiment d'explication, et donc c'était le méchant maire. Et il dit, maintenant, les enfants, quand ils me croisent dans la rue, ils arrivent, ils me font un câlin, et ils me disent, merci pour la cour. Et du coup, ça change énormément les relations dans la commune. Ça te prépare pour 3 ou 4 mandats après, c'est encore meilleur. Un investissement sur le temps. Pour un mois qui est assis quand même. Très bien, alors je continue. Désolée, je suis bavarde. En fait, ce qu'on peut remarquer, c'est aussi que la réaction généralement des élus et des maires des communes, c'est de dire mais nos écoles sont tellement dégradées que quand on a le moindre argent, déjà on a envie que simplement les enfants ils aient chaud l'hiver, donc on revoit le système de chauffage. Donc 50 000 €, c'est tout de suite un énorme budget qu'ils estiment être prioritaire sur autre chose. Donc ça c'était juste la remarque que moi j'ai subie en conseil d'école. Et juste l'autre question pour le CAUE, ce serait, donc au
à la première session Chifoumi, il y avait 4 écoles, d'après ce que j'ai compris. Là, les 2 suivants, c'était 6. Est-ce qu'il y a une limite de nombre d'écoles? Parce que là, comment vous sélectionnez les écoles? Alors, tout le monde qui vont regarder, je me dis que tout le monde. Ouais, je vais répondre à ça. 50, je crois, la limite. C'est ça. Comment vous sélectionnez les écoles? Alors, là, juste, l'édition Chifoumi 3, déjà, elle est un petit peu décalée par rapport aux questions des élections municipales. On avait fait les 2 premières sur des années scolaires, celle-là, c'est sur une année civile, histoire de ne pas être en plein travaux pendant les élections et de s'éviter qu'il y ait des interactions entre travaux et remarques diverses. On verra quand est-ce qu'on lancera Chifoumi 4, mais on n'a jamais refusé une candidature d'une commune parce qu'en fait on ne fait pas trop de publicité sur ce programme-là. On sait que si on faisait un appel aux communes, on serait complètement débordé. C'est plutôt les communes qui viennent nous solliciter en disant on ne sait pas comment faire avec notre cours d'école. En fait, il y a tout un parcours. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a une formation obligatoire. Toutes les communes sont conviées avec les équipes pédagogiques et tous ceux qui souhaitent à se former sur les enjeux et les possibilités de transformation d'une cour d'école. À l'issue de cette formation-là, on leur dit on a ce programme Chifoumi, si vous voulez vous inscrire dedans, vous êtes les bienvenus. Mais si vous vous sentez aussi en capacité de faire, suite à cette formation-là, vous pouvez aussi aller en direct avec vos services techniques et commencer des petites transformations dans la cour. On peut aussi être à la relecture d'un plan que vous auriez fait en interne et donc pour avoir un avis sur ce qui va être fait. Et à contrario, il y a aussi des possibilités, et c'est le cas aujourd'hui à Gouenou sur une 2e école. J'espère que je ne me trompe pas entre Gouenou et Guipava, à Gouenou il me semble. Et en fait ils nous disent non, avec 50 000 on ne peut pas faire tout ce qu'on veut sur cette cour d'école là, on veut vraiment la transformer beaucoup, il y a beaucoup de travail. En fait ils ont plus d'argent que ça à mettre et on ne va pas leur dire rentrez absolument dans le dispositif. On peut les accompagner sur d'autres modalités de recrutement, sur un projet de paysage plus important. Donc en fait il y a toute une variété d'accompagnements possibles, il n'y a pas que Chifoumi. Et on peut aussi, en dehors de ce programme-là, qui, comme je disais tout à l'heure, a une vocation expérimentale, orienter les communes vers le recrutement en direct de concepteurs sur des budgets variés. Moins que 50 000 avec un accompagnement de paysagiste concepteur, enfin je me tourne vers toi, c'est un peu compliqué quoi, d'avoir... Ouais, ou alors je pense qu'il faut vraiment une grosse motivation des services techniques et vraiment doser sur par exemple tout ce qui est cabane et tout. Enfin, moi je vois sur ce que je vous ai montré à Ouessant, là, sur les fosses de copeaux, etc. Ça c'est quand même déjà des vraies premières améliorations qui vraiment peuvent être faites très très simplement. Et elle est petite la cour de Ouessant. Elle est petite la cour de Ouessant. Mais voilà, en fait ça peut être déjà passé. Mais les services techniques c'est de l'argent. Hein. Enfin voilà, c'est aussi du temps, c'est des matériaux, etc. Et du coup, ce qui est important pour ne pas dépenser trop d'argent, c'est quand même avoir une bonne vision globale, effectivement, via le CAE, un professionnel. Mais bon, voilà, tout se dose. Ça peut être un peu moins de 50 000. Oui. En fait, la réponse a été partiellement donnée, mais c'était justement par rapport au CAE. Donc ça veut dire que le CAE peut aussi accompagner éventuellement des parents d'élèves sur des projets... au-delà qui ne sont pas forcément portés par la commune. Si la commune refuse de porter le projet, est-ce que le CAE peut proposer un accompagnement sur des plans, des choses comme ça, des conseils En fait, c'est ça. Est-ce que le CAE conseille je sais que a priori tu n'en as pas parlé, mais vous faites aussi du conseil en particulier au-delà des collectivités. Oui. Donc, est-ce que là, parents d'élèves ou autre chose, est-ce qu'il y a des accompagnements qui sont possibles Alors, si un parent d'élève souhaite aménager son jardin, on peut l'accompagner. Après, on a répondu au démarrage à des sollicitations de parents d'élèves ou d'équipes enseignantes qui n'avaient pas vraiment réussi à engager la collectivité dans le projet. Ça a toujours été des mauvaises idées. Et en fait, commencer à travailler sur des plans et qu'après... en n'ayant pas eu l'accord préalable de la mairie, les parents d'élèves viennent le porter en disant « Regardez, on a fait ça avec le CAE, est-ce que vous pouvez le financer ?» Ça ne marchera jamais. En fait, il faut mieux travailler vraiment à collectivement porter le projet. Et ça peut être de réussir à emmener au moins un élu complice ou une élue complice à une formation CAE, de venir comprendre pourquoi les enjeux de la transformation de la cour d'école. Ça peut donner envie aussi. Mais
Mais non, on n'accompagne pas d'APE seul. Ni d'équipe enseignante seule. On veut que tout le monde soit là. Il faut bosser au préalable. Ce coup-ci, je déclare close notre soirée. Je vous remercie et on espère que vous serez là la prochaine fois. Bonne soirée. Merci.